L'année dernière, ça a été ma pire année en Norvège à cause de ce litige professionnel. Je ne sais pas comment vraiment l'exprimer, parce que c'est très dur. Je pense qu'il faut traverser ça pour le comprendre, mais tu n'as pas envie de voir du monde. Même si on te propose des sorties, tu as peur d'être de mauvaise compagnie parce que ce litige, justement, Te prend de la ronge. place. Oui. Moi, je l'ai caché pendant très, très longtemps à ma famille parce que j'avais pas envie de les inquiéter. J'avais pas envie de parler de ça tout le temps quand je leur parlais. Je veux vraiment insister sur ça. Il faut faire très attention. Salut, c'est Lucie. Salut, c'est Alban. Bienvenue chez nous sur un nouvel épisode de Sous les aurores. On vient déjà de parler un petit peu de ton activité professionnelle, de ton parcours. C'était déjà intense de lire un peu tes réponses au questionnaire que tu nous as rempli avant d'enregistrer. Je préfère pas en dire trop aujourd'hui, j'ai envie de laisser un peu de suspense. On te souhaite la bienvenue chez nous, on est très heureux de te recevoir. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu t'appelles, depuis combien de temps tu vis en Norvège, ce que tu fais dans la vie, et si jamais tu as un petit culture choc à nous partager. Je m'appelle Claudie Pellerin, j'ai 33 ans et je suis dans ma 8e, bientôt 9e année en Norvège. Ça commence à faire maintenant. Ouais. Et en termes de culture choc, je pense que c'est le Friluftsliv qui m'a le plus impressionnée et c'est ce qui m'a fait venir ici d'ailleurs. L'accès à la nature, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Friluftsliv, le outdoor life, la vie au grand air, la vie au plein air. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis coiffeuse. Et pour nous, c'est assez en fait intriguant et excitant parce que c'est un métier qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît qu'en surface. Ouais, en tant que client. Exactement, en tant que client. Donc, on est déjà intéressé de savoir comment ça se passe, un peu le parcours ou le quotidien d'une coiffeuse, peut-être ses anecdotes. Mais au-delà de ça, comment une coiffeuse vient à se dire, tiens, si j'allais exercer dans Mon un pays métier. étranger et en plus en Norvège. Donc, j'ai grandi en région rouennaise, en Normandie. Donc, bisous à tous les Normands. C'était pas prédestiné que je devienne coiffeuse. C'est pas un métier c'est pas un métier qui m'a tirée à la base. C'est surtout la vie qui a fait que je me suis retrouvée un jour en coiffure. Mais je ne savais pas que ça m'emmènerait jusqu'en Norvège. Je pense que c'est vraiment un enchaînement domino qui a fait que je me suis retrouvée ici, parce que c'était pas du tout prévu de déménager à l'étranger. Donc j'ai étudié pendant 5 années au CFA Marc Ruyé à Petit-Quevilly, en apprentissage, dans un salon de campagne pour débuter. Ensuite, j'ai commencé à travailler dans un salon en ville. Donc j'ai vraiment eu l'aspect des deux, de voir un peu ce que c'était. C'est quoi les différences entre... La relation peut-être campagne ou l'ambiance, ou c'est aussi les types de demandes. Qu'est-ce que... Ouais, à la campagne, c'est assez sympa parce que j'étais dans un petit village de 3000 habitants, vraiment dans la campagne normande. On sait à quelle heure les gens arrivent, on sait à quelle heure ils viennent. C'est toujours les mêmes rendez-vous. Donc, Madame Leroy, à 13h, tous les samedis. La mise en pli. La mise en pli, et 3 semaines après, on fait la couleur, et ensuite, on fait la permanente. Donc, c'est ça. Et en ville, je dirais que c'est une autre dynamique où c'est vraiment un peu plus de passage, donc des gens qui sont aussi réguliers, mais on a plus de personnes, il y a plus de va-et-vient, en fait, qui va se faire. On a quand même une clientèle fidèle. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont juste là, de passage, qui dorment à l'hôtel, mais ils n'aiment pas les shampoings de l'hôtel, donc ils viennent au salon faire un shampoing et un brushing. Ouais. Est-ce que tu as des demandes un peu plus farfelues en ville ? Oui. Des couleurs, moi j'appelle ça des couleurs perroquets, des couleurs un peu vraiment criardes. Ouais. Moins naturelles. En campagne, c'est un peu plus naturel, c'est un peu plus... discret. Classique ou... Oui. Ouais. Et là, en ville, tu rencontres tout type de style vestimentaire. Il y a un brassage culturel qui se fait. Donc, c'est assez intéressant de voir que, en tout cas en France, ça s'exprime beaucoup avec les cheveux. Oui, c'est vrai. Oui. Ici, ça se fait un peu moins, je trouve. Ouais. C'est trop intéressant. On va y venir justement aux différences culturelles. Et ton ressenti de coiffeuse en France versus en Norvège. Et est-ce que ça peut en dire peut-être aussi sur la diversité ? Et du coup, tu exerces en campagne, ensuite en ville. Et quelle est la suite un peu des événements ? Donc j'ai travaillé, donc j'ai obtenu mes diplômes. J'ai commencé dans un salon, donc toujours à Rouen. Et rapidement, je me suis dit, c'est dommage, c'était pas le métier que je voulais faire. Donc j'ai fait pendant 2 années une reconversion professionnelle qui n'avait rien à voir avec la coiffure. Fais-nous rêver.
J'ai fait une reconversion professionnelle pour devenir cavalière d'entraînement pour des chevaux de course. J'adore. Bah attends, il faut quand même les tresser, les chevaux. C'est peut-être le seul Il lien. faut les tondre. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'était le métier que tu voulais faire à la base ou Oui, moi, Ouais. quand j'étais petite, je voulais travailler donc à la campagne. Je voulais Ouais. soit être fermière, soit être jockey, donc monter des chevaux de course, Ouais. faire des Ouais, courses à donc l'épaule. l'univers des chevaux quand Rien même. à voir. Ça n'a rien à voir avec l'esthétique, Ouais. le côté un peu girly de la coiffure, Ouais. n'est-ce pas? Donc j'ai fait ça et en fait, pendant cette reconversion professionnelle, j'ai rencontré un Norvégien dans le cadre de mon travail, qui lui aussi travaillait avec des chevaux de course, mais qui pendant la période hivernale venait en France puisqu'il fait quand même beaucoup moins froid. Donc une relation amicale vraiment a débuté. Il était à Rouen, ce Norvégien. Oui, j'ai pas précisé. J'étais en Picardie à Chantilly à l'époque. Ah, waouh. Mais non. Attends, mais là, les étoiles. T'es dans ouais. une maison cantilienne. Enfin, d'origine, mon père est cantilien. C'est pas vrai. Mm. Oui, donc on connaît le coin, quoi. Ouais. Donc, Trop drôle. ouais, je me suis retrouvée. Donc, ouais, je sors de Normandie pour le coup. Donc, première fois où je déménage dans une autre région, c'était déjà énorme pour moi. Donc, je garde contact avec cette personne et un jour, il me dit tiens, je suis jamais allée en Normandie, j'aimerais bien venir. Donc, je lui ai montré un petit peu voilà les choses qu'il y avait à faire et à voir dans ma région. Et du coup, il m'a proposé, il m'a dit, tiens, il faudrait que tu passes en Norvège, on fait la même chose, mais à Oslo. Et je lui ai dit, oui, bon, pourquoi pas, on verra bien. Est-ce que tu t'en rappelles un peu l'image que tu te faisais de la Norvège et d'Oslo à ce moment-là? Pas du tout, c'était très abstrait pour moi, c'est-à-dire que j'ai toujours eu une attirance pour les pays scandinaves, mais de là à dire partir en vacances là-bas... Voilà, même ça, tu n'imaginais pas à la base. Non, Ouais. j'étais j'étais dans ma petite bulle, dans mon petit monde, voilà. T'avançais, Ouais, tranquillement, quoi. Et bon, au final, j'ai pris des billets d'avion, je suis allée le voir, et mon Dieu, mais quelle claque. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Au bout de 3 jours, je savais déjà que je voulais venir vivre ici. Incroyable. Ouais, c'est fou. J'ai vraiment eu... c'est dur à expliquer, mais j'ai vraiment eu ce sentiment de... c'est là où je dois être, en fait. Je sens que c'est ici. Il y avait quelque chose... je ne parle pas de mystique ni rien, mais vraiment, je sentais que c'était très fort. C'était un sentiment... c'était presque physique, quoi, en fait. C'est rigolo, ça revient beaucoup, je trouve, pour les pays nordiques. On en avait parlé avec Raphaël de cet appel des pays nordiques en général, l'Islande, la Finlande un peu. Et après, pour elle, c'était limite avant, alors que bien là, sûr, pour Claudie, c'est vraiment, la elle révélation, arrive, ouais. Un peu et comme, c'est le coup de cœur. Un peu comme Illis aussi, qui est venue et qui s'est dit je reste. Quoi. Ouais. Et vraiment, c'était ça. D'ailleurs, j'ai écouté l'épisode avec Illis et je me suis dit, ça fait plaisir d'entendre quelqu'un d'autre le dire. Qui a ressenti, qui essaie de mettre des mots dessus aussi, parce que c'est pas évident. Ouais. Tout à fait, parce que souvent, lorsque je rencontre d'autres Français, on me dit, je suis venue pour le travail, j'ai rencontré un Norvégien, une Norvégienne, mais ils sont pas venus ici parce que vraiment, ils aimaient ça, en fait. Et pour le coup, moi, ça a été vraiment le grand amour de ma vie. Hein. Ouais, incroyable. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a plu tout de suite, j'imagine, cet accès à la nature? L'accès à la nature. Ouais. Dans les grandes lignes, moi, je voulais voir un drakkar, donc un Viking ship. On n'est pas normand si on n'a pas vu un vrai Viking ship. Donc, dans l'idée, c'était vraiment ma priorité. Mais c'est vrai que je me suis très, très vite rendu compte que voilà, si tu as envie d'aller te baigner, tu restes dans Oslo et tu peux te baigner. Tu peux faire du sauna, tu peux aller skier, tu peux faire des randos en forêt, tu peux rester camper, chose que j'avais jamais fait. Je me retrouve à prendre un sac à dos, une tente, un sac de couchage et y aller toute seule pour la première fois de ma vie dans le Østmarka et dans le Nordmarka. Comme Lucie, tout pareil. Ouais. C'est une blague, parce que ça, on l'a toujours pas fait. Ouais. J'ai toujours pas campé, ouais. Il faut le faire. Ouais. Tu vas nous emmener. Oui. J'ai du matos. Hein. Trop bien. On va en parler après. J'ai beaucoup trop de matos. Il y a des personnes qui vont dépenser des milliers et des cents dans des technologies, dans des je sais pas moi, des voitures, des vêtements. Moi, j'ai vraiment tout claqué pour le dans campement. des tentes, des sacs de couchage en fonction des saisons. En fait, ça a été. Je me suis enfin dit, tiens, ça y est, j'ai enfin un espace où je peux vraiment exploiter cette chose que j'avais en moi depuis que je suis toute petite. C'est-à-dire que je me revois quand j'étais gamine à regarder des dessins animés comme tout le monde, mais il y avait beaucoup de documentaires où j'étais dans la nature, où je me disais j'aimerais bien exploiter ça. Et la Norvège m'a offert cette possibilité-là. Et je pense que ça a été ma meilleure
maîtresse de vie parce que grâce à ça, j'ai grandi. Je suis pas du tout la même personne. Je suis allée loin dans des limites. Je me suis remise en question. On peut pas s'énerver quand on est tout seul en nature. Donc du coup, on apprend à respirer un bon coup et à se dire bon, bah ça fonctionne pas, c'est pas grave. Du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on va appliquer dans la vie de tous les jours au final. Donc je pense que c'est important de le faire. Est-ce que ce serait un peu ta définition du free sleeve aussi? Parce que je me pose toujours la question de comment les gens le définissent, en fait, ce terme de vie à l'extérieur. La vie au grand air, Ouais. oui, vraiment de pouvoir profiter justement de la nature qui nous entoure, de pouvoir faire des récoltes, de cueillir des baies, des champignons, de pouvoir pêcher avec une fisque corte. Hein. Tiens, il y a des règles. Hein. C'est une carte qui s'achète en ligne, notamment, ouais, pour avoir le droit de pêcher dans Oslo. Ouais. Tout à fait. Aussi avoir un contrôle sur les populations de poissons. Donc c'est important de le faire. Mais je trouve aussi de pouvoir, je sais pas, de pouvoir aussi avoir ce moment de retourner vers soi, d'avoir ce moment où on est vraiment, on n'est pas diverti avec des écrans, on est diverti avec le paysage, on est diverti avec la nature, le son de la nature, les odeurs, mais je trouve qu'on est vraiment, je sais pas, ça permet ça apaise l'âme, je trouve. Ouais. C'est marrant parce que moi, donc, je ne campe pas. Mais Pas encore. Mais tout ce que tu dis, c'est exactement ce que je ressens quand je suis dans la forêt avec mon chien en balade. Je trouve que c'est intéressant, ça m'apporte peut-être une nouvelle clé de compréhension aussi pourquoi on dit que les Norvégiens ne s'énervent pas, que c'est pas forcément quelque chose de... Pour moi, je pensais que c'était peut-être à la base, tu sais, t'as pas le droit ou ce serait mal vu, mais c'est aussi peut-être qu'ils arrivent à le gérer différemment et pas forcément par un masque, parce que nous on a tendance à dire c'est un peu négatif du coup de pas pouvoir montrer ses émotions, mais il y a des deux. Comment tu verrais toi Je pense que c'est un mélange des deux. Ouais. Je pense que ça dépend aussi dans quel milieu tu grandis et quel type d'éducation tu as eu. Mais je trouve qu'en France, on a tendance à exprimer les choses, s'affirmer de manière très passionnée. Et là, pour le coup, ici, ça ne fonctionne pas forcément. Ou en tout cas, si on le fait, je trouve que les retours sont pas très positifs. Donc je dirais que il n'y a pas besoin de se transformer en Tarzan et de vivre dans la forêt, hein, mais je trouve que c'est important, en fait, si on vient vivre ici, de prendre en compte cet aspect culturel qui fait qu'on doit aussi, peut-être pas épouser, mais en tout cas embrasser certains aspects culturels pour pouvoir comprendre la manière dont les Norvégiens fonctionnent, pensent, parce que nous, on se confronte à des différences culturelles assez fortes ici, je trouve. Ça a été assez déstabilisant. Je pense qu'on est tous passés par là. Hein. Mais j'avoue que le faire, c'est très important. Et peut-être que justement, le fait qu'ils le fassent depuis qu'ils sont tout petits, c'est intégré en eux, alors que nous, on apprend à le faire et que ça donne le résultat, ça donne des Norvégiens. Mais alors attends, retour en arrière. Voilà. Oui. Tu es en vacances à Oslo, du coup. C'est Oslo que tu visites. Une semaine, ouais. Une semaine. Tu retournes en France et tu te dis, faut que... Ça va pas. Ah ouais. Et entre-temps, attends, tu tombes en amour d'Oslo, mais est-ce que la relation a déjà évolué ou pas? Non. Toujours amicale? Non, ça restera amical. Hein. D'accord. Ah bon, attends. Ah donc aujourd'hui, pas de le jockey? Non. D'accord, ok. Mais toi, tu croyais que... La love story. Ouais, la love story. Non, c'est D'accord. resté amical. Ok, trop drôle. Ouais. Non, je suis assez indépendante, donc j'aimais bien l'idée de pouvoir voyager seule et de pouvoir apprendre par moi-même et de rencontrer des nouvelles personnes aussi. Hein. Non pas que quand on est en couple, on ne le fait pas, mais c'est vrai qu'il y avait peut-être certaines portes qui pouvaient se fermer, auxquelles j'étais peut-être... je ne voulais pas les fermer spécialement. Donc je rentre en France et je me revois assise sur un banc à une station de Théor, donc les bus à Rouen, et le vide total, quoi. Je regarde dans le vide et je suis pas bien. Là, je sens que non, ça va pas. Et qu'est-ce que tu te dis? Il faut que je suis plus bien où je suis. Quel est un peu le bilan que t'apporte cette semaine? Alors, le bilan que m'a apporté cette semaine, c'est que ça m'a permis, en fait, de pouvoir me rendre compte de toutes les choses qui n'allaient pas à ce moment-là dans ma vie. Je venais de perdre un emploi pour licenciement économique, pour le coup. J'avais perdu mon logement. Je venais de me séparer de mon copain de l'époque.
Et je venais de retourner vivre chez ma maman à 25 ans, quoi. Donc, c'était assez... Ouais, beaucoup de chamboulements. Beaucoup, oui. Et là, je me suis dit, mais j'ai rien à perdre, en fait, puisque j'ai rien. J'ai pas de travail, j'ai pas de logement, j'ai pas de copains. Pourquoi pas essayer? C'est pas si loin que ça. C'est à 2 heures, 2 heures et demie d'avion. Et dès que je suis rentrée, j'ai commencé à prendre mon ordinateur et j'ai commencé à faire des recherches pour savoir quelles étaient les démarches pour venir déménager en Norvège. Ça a été très rapide. 2017, donc j'ai fait un voyage en août-septembre, à cheval sur les 2 semaines. Et j'ai déménagé donc du coup le 18 novembre de la même année, donc 2017. Donc Ah ouais, ça a été rapide. très rapide. Trop Ok. rapide peut-être. Non, mais c'est trop bien parce que du coup, tu fais des recherches et il n'y a rien qui te freine. Tu te dis, bon, tout a l'air ok pour aller tenter l'aventure. Oui, j'ai oublié de préciser une chose. C'est que lorsque j'étais, donc pendant les vacances d'été, quand j'y suis allée, au bout de ces 3 jours où je me suis dit, OK, je pense vouloir déménager ici, j'avais déjà commencé à rentrer dans des magasins et à demander, est-ce que vous prenez du monde? Je ne parle pas norvégien, j'ai un anglais... ouais, je parlais franglais à l'époque. Très, très mauvais niveau d'anglais, mais voilà, j'ai été motivée. Pour moi, je me disais, il faut que j'essaye, quoi. Et les avis étaient super positifs à Oslo, puisqu'au final, on me dit, mais tout le monde parle anglais ici. Trop bien. C'était dans des salons de coiffure ou non, même des magasins tout. C'était ok, trop J'ai bien. fait les McDo, les magasins de chaussures, j'ai fait plein de trucs. Même des... Ouais, secrétaire médicale, des trucs, mais vraiment... Je rentrais juste lambda, je voyais un magasin, je rentrais direct et je posais des questions. Et du coup, tu arrives, est-ce que tu as des pistes concrètes ou pas non plus? Je me suis dit, à l'époque, c'était encore autorisé de prendre, en tout cas pour que les Norvégiens prennent des filles au pair. Donc, je me suis dit, c'est le meilleur moyen. Ah ouais. Je comprends pourquoi ce n'est plus autorisé en Norvège maintenant, puisque ça s'est très très mal passé. Ah mince. Ça ne l'a pas fait avec la famille. Moi, je n'étais pas faite pour être fille au pair et je sentais que la chimie n'était pas là. Donc, au bout de 4 mois, le contrat s'est terminé. Donc là, je me retrouve sans logement, sans travail, sans personne, puisqu'il ne faut pas sous-estimer le fait que lorsqu'on déménage à l'étranger, on n'a pas d'amis, on n'a pas de famille. Donc là, je refais appel à mon ami norvégien qui me dit j'ai un couple d'amis qui loue une chambre éventuellement, voilà. Donc je suis restée chez ces gens-là. Et là, j'ai trouvé mon premier emploi de coiffeuse 4 jours après avoir fait des démarches. Incroyable. Mais en France, ça prenait 8 mois. Je restais au chômage pendant longtemps. C'est fou, ça. Et ici, en Norvège, j'envoie des CV dans plusieurs salons. Et là, ils me répondent tous. Ils sont tous intéressés. Et en 4 jours, c'était bouclé, quoi. Trop bien. Et est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, c'est encore valable ou c'était aussi un marché plus attrayant ou dynamique avant? Je pense que c'était plus dynamique avant, mais par contre, il n'y a pas assez de coiffeurs en général en Norvège. Ah ouais. Je sais pourquoi. Dis-nous tout. C'est pas un milieu qui est très bien protégé. C'est pas un milieu qui est bien payé, même en Norvège. Même en Norvège. Comparé au niveau d'heure ou les contraintes peut-être ou c'est... Surtout au niveau de vie. Surtout, ouais. Est-ce que c'est plus élevé qu'en France? Je peux te demander combien un coiffeur en Norvège peut gagner? Ça dépend dans quel type de salon tu travailles, ça dépend de tes diplômes aussi, en sachant qu'il faut... ils ont besoin que tu les fasses convertir pour qu'ils puissent savoir à quel taux ils vont te rémunérer. Ça, c'est assez facile de faire convertir ces diplômes ou... J'ai eu de la chance, j'ai trouvé rapidement. Donc, c'était pas si difficile que ça. Mais j'avoue que c'est pas un métier en fait où on est bien protégé par la loi. Même en France. C'est pour ça qu'il y a très peu de coiffeurs. Donc, il y a beaucoup de jeunes coiffeurs inexpérimentés qui vont commencer leur carrière et ils s'arrêtent très vite parce qu'ils se rendent compte que c'est un métier qui est très, très, très difficile. C'est un métier qui demande beaucoup de rigueur, qui est très compliqué, moralement parlant. Physiquement aussi, c'est dur. Ouais, les contraintes sont assez grandes par rapport à la paye. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont sortir de ce circuit-là. C'est dingue parce que en tant que client, pour le coup, c'est beaucoup plus cher en Norvège qu'en France. Oui. Mais du coup, ça n'a aucun impact, pas forcément en tout cas. Non, pas forcément. Et c'est ça qui est difficile pour les gens. Je trouve qu'il y a beaucoup de Français ici qui ne comprennent pas ça. Donc, ça m'arrive parfois de publier sur certains groupes de Français pour dire voilà maintenant où je me situe. S'il y a des gens qui cherchent un coiffeur français, je suis là.
Et souvent, j'ai eu quelques fois des commentaires en me disant non mais les prix, C'est non mais trop cher. attends, oui, c'est cher. Je sais pas si vous payez vos impôts, mais je veux dire, il y a des taxes, les salaires, Ouais. il faut les payer. Il y a toutes les charges à côté, il y a le local. Là, en l'occurrence, maintenant, je me retrouve dans le centre, juste à côté du château du Palais Royal. Ouais, Et je me dis, mais faut les payer, toutes ces charges-là. bien Et sûr. après, moi, j'ai mes taxes qui viennent par-dessus. Donc, mon salaire n'est pas si élevé que ça. Et il faut aussi prendre en compte le fait que quand on a une coiffeuse qui est inexpérimentée, les prix vont être moindres. Si on veut quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait concrètement ce qu'elle fait, Ouais. au bout de 17... Moi, ça fait 17 ans que je suis en coiffure. Au bout de 17 ans, moi, j'ai pas envie d'avoir un salaire non plus de coiffeuse débutante. Bah, quoi. bien sûr. Donc Ouais. oui, c'est cher, mais ça reste cohérent avec les prix de la Norvège. Oui, d'ailleurs, j'avais eu cette même réflexion quand on a dû payer une prise sur le balcon qui nous a coûté 6000 NOK. Donc ça m'a un peu tué, la petite larme est encore là, mais je crois que j'en avais parlé avec Véronique, elle m'avait dit oui, mais regarde toi aussi, ton salaire, ramène-le à l'heure en fait. Oui. Et c'est là que tu dis, ah oui, chacun, si on ramène son salaire à l'heure, c'est pas forcément... toi-même, tu as un salaire haut, donc cette personne aussi a droit à avoir son salaire à l'heure Oui, élevé, quoi. Et c'est vrai que ça m'a un peu fait réaliser que oui, il y a une raison. Et je trouve que c'est important de le dire parce que j'ai eu quelques coiffeurs français qui m'ont contacté pour éventuellement se lancer dans l'aventure. Il faut être préparé parce que souvent, il y a de plus en plus de reels sur les réseaux sociaux qui montrent des gens qui parlent de salaire. Mirobolant ou... Oui, et Par rapport à la France, surtout. bien sûr. Ouais. Et attention, je suis carrément mieux payée qu'en France. Mais si on remet mon salaire dans le contexte de la vie en Norvège, c'est pas mirobolant non plus. Ouais. Je veux dire, je vis bien. Je Oui, ne survis pas. Hein, mais T'es arrivé en Porsche, ça avait l'air d'aller. Je plaisante, bien sûr, c'est une blague. Je vis correctement. j'ai parqué mon cheval. J'ai quelques cheveux de course. Oui, bon, et alors j'en ai ramené quelques-uns dans l'avion. Ça m'a coûté 3 fois rien. Des clopinettes. Et je trouve que c'est important de se dire, c'est déjà dur de vivre loin de chez soi, c'est déjà dur de recréer un environnement safe avec des gens qui vont t'entourer, qui vont être là dans les moments où ça va pas. Mais si en plus de ça, vous avez l'environnement financier qui n'est pas là, faut être préparé, quoi. Mais ça m'arrête pas. Je veux dire, c'est un beau métier. C'est un métier qui est super gratifiant. C'est un métier qui est super intéressant. Je rencontre plein de types de personnes toute la journée qui sont super différentes, des profils très intéressants. Et pour rien au monde, je me dis, tiens, je vais tout changer pour travailler dans un autre milieu où là, je vais être payée beaucoup plus et ça se trouve, ça va pas me plaire. Ouais. Et du coup, quand t'es arrivée, donc t'es rentrée dans un premier salon. Est-ce que t'as changé? Comment ça a évolué? Ou tu es restée dans le même depuis le début? Non, j'ai travaillé 4 ans dans mon tout premier salon. Ouais. Et ils ont été super sympas avec moi parce que je parlais pas du tout norvégien. Et je veux dire, la base dans la coiffure, c'est quand même le dialogue, quoi. Ouais, pour comprendre ce que les gens veulent. Ouais. J'ai eu de la chance, je pense être... c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je pense quand même réussir à comprendre assez bien pourquoi la personne vient, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je lui amène, en fin de compte. Donc, c'est assez intéressant. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai pris des cours de norvégien au début et j'ai demandé une participation de l'entreprise de prendre en charge une partie de mes frais, puisque quand on vient de France, les cours de norvégien sont payants. On n'a pas d'aide. Ça coûte extrêmement cher aussi. Et mon salon m'avait pris 50%. 50% Trop bien. de mes cours. Donc ça m'a permis quand même de tranquillement apprendre la langue et de me jeter dans le grand bain. Ouais. Donc j'ai fait ça. Ensuite, j'ai changé de salon pour un salon qui était beaucoup plus dans le centre d'Oslo, où là, c'était beaucoup plus qualitatif, où je faisais des sessions d'entraînement 1 fois par mois les dimanches, pas mal de cours après le travail en semaine. Très, très formé, très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses, où là, du coup, je bascule dans
dans un milieu professionnel qui est un peu différent de la France, puisqu'on ne fait pas les mêmes choses en Norvège qu'en France. C'est pas les mêmes types de cheveux non plus. Ah ouais? Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ouais, un peu justement, trop on intéressant. arrive aux différences culturelles, mais aussi Ouais. aux différences, enfin, je sais pas, physiques, c'est Capillaires. intéressant. Oui, capillaires, ouais. Les différences capillaires, ouais. C'est pas un cheveu qui réagit de la même manière. Nous, en France, on a des cheveux qui ont plus tendance à onduler. Ici, c'est plutôt cheveux assez lisses, très peu d'ondulation, voire même raides. Ouais. Et il y a beaucoup de coiffeurs en France qui n'aiment pas les cheveux raides. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Quand j'étais en école de coiffure, on me disait toujours si tu fais une erreur sur des cheveux foncés ou s'il y a une petite irrégularité, ça se verra moins. Bon, bah là, pas de chance, les Norvégiens, ils ont quand même les cheveux assez clairs. Hein. Ouais. Dans l'ensemble, Voilà. c'est clair, ouais. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça m'a permis de travailler sur certaines De faire moins faiblesses. d'erreurs. J'ai arrêté de couper des oreilles. Je plaisante. Non, d'être plus régulière et surtout beaucoup plus perfectionniste. Donc, je me suis vraiment améliorée dans mon milieu de compétences. En fin de compte, c'est déjà beaucoup plus élargi. Et je me suis vraiment améliorée par rapport à ce que je faisais en France. Donc, c'est vraiment pas mal. Mhm. Et actuellement, je travaille aussi dans le centre, dans un autre salon, près du Palais Royal. Tu sais, tout à l'heure, on parlait un peu de diversité des demandes, Ouais. des couleurs peut-être plus folklore dans les villes françaises. Là, est-ce que tu trouves que t'as généralement le même type de demande? Et aussi, est-ce que tu vas coiffer aussi bien des hommes que des femmes, des très jeunes que des plus âgés? Quels sont un peu est-ce que tu peux nous parler un peu de ces différentes demandes que tu reçois? Oui, globalement, en Norvège, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les femmes, elles ont quasiment toutes la même longueur de cheveux. Elles ont quasiment toutes la petite mèche sur le devant. En termes de couleur, j'ai jamais fait autant de blond de ma vie. Je rêve blond, je mange blond. Parce que même s'ils sont clairs, ils font des couleurs Oui, en général. oui, Ouais, ouais. blond. En Ouais. fait, je pense que vous le voyez quand vous amenez les filles au Barnehage, les petits Norvégiens sont très, 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 très blonds, très clairs. Et en vieillissant, en fait, le cheveu a tendance à foncer. Et du coup, c'est vrai qu'on perd un peu en blondeur. Et c'est vrai qu'ils aiment bien être bien blonds. Et des blonds toujours bien froids. Donc, moi qui étais très, très enthousiaste à l'idée de me dire je vais faire plein de types de blonds, des blonds un peu vénitiens, des blonds dorés. Non. C'est du blond froid. Du Le blond norvégien. Blond. Donc, il y a ça. Et c'est plus des couleurs ou ça peut être des mèches? C'est beaucoup de mèches, balayage. Beaucoup de mèches, balayage. En termes de coupe, je fais beaucoup d'hommes aussi. Hein. Donc eux, les Norvégiens sont assez réguliers pour les coupes de cheveux. Donc ça, c'est assez bien. En tout cas, les hommes, les femmes, elles vont être, ça va étendre un petit peu plus parce qu'elles ont de la longueur, donc elles ont un petit peu moins d'entretien. Mais pour les couleurs, c'est très très régulier aussi, par contre. Ouais. Elles rigolent pas avec ça, quoi. Non. Donc elles doivent. On parlait justement que c'était cher, mais pour elles, c'est admis. Et elles s'entretiennent. Enfin, en tout cas, de ton point de vue, elles viennent régulièrement pour être bien. Et... Oui. Il y a une vraie différence entre mes clients norvégiens qui sont beaucoup plus réguliers et mes clients français qui, eux, traînent du pied. Je les vois, débarquer des ours. Bonjour monsieur, vous parlez français? Le petit caribou, là, il était temps. Non, mais après, la routine des coiffeurs norvégiens et français, c'est pas du tout la même. Il y a un autre tempo de travail. Ah, mais vas-y, dis-nous tout. Par exemple, lorsque j'ai commencé à travailler en Norvège dans un salon de coiffure, je me souviens qu'en France, c'était tu arrives à l'avance, tu plies les serviettes, tu prépares le salon. C'est en mode, voilà, c'est fait comme ça. Les fermetures, c'est pareil, il faut rester après les heures de travail, que le salon soit propre pour le lendemain. Il faut, voilà. En Norvège, c'est arrivé mais tellement de fois que mes collègues arrivent après leurs clients, quoi. Les serviettes sont pas pliées, il n'y a rien qui est prêt, le lave-vaisselle, il n'est pas vidé. Et moi, j'arrive dans mon nouvel emploi, donc le salon dans lequel je travaille actuellement. Donc, je fais l'ouverture avec 2 autres de mes collègues. Donc, j'arrive en avance, voilà, je fais les choses bien. Et là, je vois mes collègues arriver me dire « Oula, mais détends-toi, on a le temps, on a toute la journée pour le faire. » Ah ouais, donc c'est plus relax, tu dirais Totalement. Ouais, okay. Totalement. Alors oui, il faut faire les choses, hein, je dis pas, mais mon tempo de française en mode furie furieuse qui arrive, oh là là, faut que tout soit parfait pour que la première cliente qui passe la porte, que ce soit impeccable. Non, ça va. Il y a moins de Norvège, pression. Il n'y a pas cette pression-là, c'est tranquille.
Et je trouve aussi que c'est intéressant parce qu'en Norvège, je ne travaille pas tous les samedis. Donc en France, c'est limite inconcevable d'avoir un samedi de repos. Si je me souviens par expérience d'avoir un mariage où j'ai dû amener le faire-part du mariage comme preuve à mon patron pour qu'on me donne une demi-journée parce que oui, il faut venir quand même travailler le matin parce que ça reste un samedi. Ah ouais. Et que là, en C'est Norvège, la grosse journée. Oui. Mm. Alors qu'en Norvège, bon, je travaille 2 samedis par mois. Je peux travailler plus si je veux, mais honnêtement, j'ai pas envie. Voilà, ça m'intéresse pas. J'en ai fait assez des samedis, donc j'aime bien aussi avoir ma vie privée. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tu découvres un autre vraiment rythme de travail qui n'a rien à voir avec celui de la France, quoi. Il n'y a pas Ouais. cette hiérarchie écrasante. C'est les apprentis qui nettoient les bols de peinture. Ouais. On laisse C'est marrant, tout, donc même dans la coiffure, parce que nous on en parle aussi, on parle de ça en entreprise, mais donc même dans la coiffure, il y a ce côté équilibre vie pro, vie privée qui essaye d'être respecté au maximum, Oui. et cette hiérarchie qui est beaucoup moins dominante. Moi, j'ai eu un choc la première fois que j'ai vu mon patron ou ma patronne plier des serviettes, quoi. Ah C'est pour vous dire à quel point ça a l'air de rien pour vous. Mais non, je mais vous si, jure qu'en je suis coiffure, sûre que... ou vraiment, ils l'ont pas fait parce que y a plus de serviettes, alors faut le faire, tu vois. Non, ils le font parce que voilà, on papote, on le fait, c'est normal. Et j'ai aucun mal à partir plus tôt du travail si c'est calme. J'ai pas à rester là en mode faut que je reste jusqu'au bout parce que sinon ça va être mal vu si je pars plus tôt. En Norvège, ils vont me regarder en mode mais qu'est-ce que tu fais là? T'as pas de clients? Pourquoi tu restes? Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est inconcevable pour moi de rentrer en France parce que partir d'ici pour retrouver ce rythme de travail que j'avais en coiffure en France, très peu pour moi. Non, merci. Est-ce qu'on peut dire que tu préfères être coiffeuse en Norvège plutôt que coiffeuse en France? Oui. Ouais. J'ai plus de respect de la part de mes clients en Norvège que de respect avec Ah oui, les carrément. Français. Ouais. Les Français de France, pas les Français de Norvège. Et est-ce que tu pourrais donner, pour ceux qui ne vivent pas en Norvège, qu'ils aient un ordre d'idée, faire un comparatif en France, du coup, une coupe brushing, combien ça coûte, et comparer avec la Norvège? Dans une grande ville en tout cas, parce qu'il Dans une faudrait grande ville, comparer. Alors, j'ai pas les prix en France, Ouais. mais en tout cas, je les ai en Norvège. Ouais. Donc, en Norvège, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est inclus. Donc, vous avez la consultation, vous avez le shampoing, il va y avoir la coupe, le brushing. Je crois que maintenant, on dit séchage. J'ai cru comprendre ça. Et vous avez aussi donc, toute la partie conseil. Donc, en l'occurrence, lorsque moi, je travaille, c'est vraiment placer la coupe par rapport à la forme de la tête de la personne. Parce que couper des cheveux pour couper des cheveux, tout le monde peut le faire. Mais vraiment, faire du plaçage pour être sûr que ça se place bien pendant longtemps, c'est différent. Donc du coup, là, on part sur une gamme de prix qui est un peu plus élevée que certains salons aussi à Oslo ou en Norvège, qui, eux, par exemple, vont pas forcément rentrer dans les détails du conseil ou vraiment personnaliser la chose par rapport à la forme du visage ou de la tête de la personne. Donc, pour une femme, on va être sur 1390 NOK. Donc, ça comprend 1 heure. En sachant que moi, je dépasse toujours, surtout quand j'ai des Français au salon. J'aime bien, je dépasse un tout petit peu. Ouais. J'aime bien papoter avec mes clients français. C'est toujours agréable de les voir. Et sinon, pour les coupes-pommes, ça dépend de ce que je fais. J'adapte. Si je fais que de la tondeuse partout, je prends moins que si je dois faire une coupe super hipster. Oui, ça c'est relativement comme en France aussi. Ouais. T'as différentes grilles selon la complexité. Ouais. Tout à fait. Où là, on est aussi sur un 1200 NOK pour une coupe homme ou une coupe femme sur cheveux très courts, par exemple. Mais avec la partie conseil. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui. La partie conseil, c'est la partie la plus importante de mon travail. Ouais. La coupe de cheveux, en soi, c'est rien. C'est de l'exécution. Bien sûr. Ouais. Ça va très vite. Je veux dire, moi, je vois très bien ce que j'ai en face de moi. Je sais ce qu'on me demande. Je combine toujours ce que la personne me demande avec ce que moi, je pense. Donc, c'est un travail d'équipe. Je vais vraiment dire, OK, c'est quoi ta routine de coiffage? Combien de temps tu y consacres? Plus ou moins tous les jours. Si tu es quelqu'un qui va pas qui va pas passer beaucoup de temps, on va partir sur une coupe qui va justement
Être Demande- facile. Hein. Ouais, à l'entretien, au coiffage. J'ai envie de prendre rendez-vous là. Viens, Lucie, Je t'emmène. Ouais. je t'emmène. À la fin de l'épisode, tu nous diras le nom du salon, l'adresse et Oui. tout. Hein, pour que... Sans problème. Mais je trouve que c'est important de remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que je passe beaucoup de temps à cerner la demande, à vraiment regarder, qu'est-ce que j'ai comme type de cheveux, quelle est la routine de la personne, qu'est-ce qu'elle utilise à la maison, donc sèche-cheveux, brosse, pas brosse, produit de coiffage, pas produit de coiffage, Ouais. et vraiment faire en sorte que la combinaison des deux fait que ça fonctionne. Et à chaque fois, je leur dis, la prochaine fois, c'est important de me dire comment ça s'est passé, puisque bizarrement, je me souviens de tout ce que je fais. J'arrive pas à me souvenir de ce que j'ai dans mon frigo quand je fais les courses, mais me souvenir d'une coupe de cheveux qui date d'il y a 6 mois, il n'y a pas de problème. Incroyable. Et du coup, tu adaptes en fonction Et je vais du retour réadapter. des clients. Ouais. Et je vais adapter, bien sûr. C'est Là pour où ça je que me c'est dis, aussi important peut-être une fois qu'on a trouvé son coiffeur, de rester fidèle pour pouvoir améliorer ensemble. Bien sûr. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est-à-dire que si vous allez dans un salon, admettons, je ne veux pas faire de mauvaise pub, mais sans citer le nom de ces salons-là, Très rapide. très rapide, Qui sans commence shampoing, par... Ah ouais. Où je me suis retrouvé avec des coupes douteuses plusieurs fois. n'est-ce pas? Oui. En fait, eux, ils travaillent au quart d'heure, Oh, n'est-ce pas? Et en fait, si vous comparez le prix au quart d'heure, eh ben, ils sont plus chers mais ça que m'étonne moi, pas. Bien sûr. Ouais. en sachant que la coupe, comme tu l'as très bien mentionné, elle va être un peu douteuse. Si tu as de la chance, ça va bien se passer. Ouais. Mais si tu n'as pas trop de chance, la coupe va être un peu douteuse et du coup, tu vas devoir retourner dans un salon et tu vas devoir repayer. Donc, Surtout au pour final, des femmes, j'imagine même pas pour des hommes, tu te dis, bon, la marge d'erreur, pourquoi pas. Mais quand même, en France, je pense que sans être hyper intéressé par ça, peut-être en étant plus jeune, j'y faisais plus attention. Je trouve qu'il y a des gens hyper techniques qui te font des trucs vraiment sympas et tout. Bon, quand cette fameuse chaîne très rapide, j'étais traité comme du bétail en plus, quoi. Et franchement, l'expérience, c'est pas très agréable. Hein. C'est vraiment, ils n'ont pas le choix. Bien sûr, c'est le modèle économique de la boîte qui veut ça, quoi. Oui, Donc, et les pauvres coiffeurs d'ailleurs, parce que plus. c'est souvent des coiffeurs qui du coup vont... déjà en termes de diplôme, déjà c'est pas des coiffeurs norvégiens en général. En termes de diplôme, c'est plus ou moins... on ne sait pas trop. Hein. Et surtout, c'est des pauvres... c'est des personnes qui sont très mal payées, qui vont se retrouver avec des inflammations au niveau des épaules, de la nuque, parce que la tension au travail... Ils n'arrêtent pas. Ouais, Oui, les troubles musculo-squelettiques, on en parle beaucoup dans le domaine de la coiffure, donc c'est très répandu. Et là, je me dis, mais en plus, avec la pression psychologique, tu te fais un salaire mais misérable, Ouais. c'est de l'exploitation. Attends, mais moi, ce qui m'a un peu traumatisé, c'est que donc ils ont des petits iPads là où ils te reçoivent. Enfin, tout est très informatisé. Et tu as le chronomètre qui commence quand ils te reçoivent. Ouais, la C'est pression, dur. quoi. Vous, en tant que client, vous ne voyez pas cette partie-là, mais moi, je la connais. C'est-à-dire que dans les backstage, vous allez avoir une réunion. On va vous dire, là, tu as passé tant de temps sur telle personne. Là, tu as moins fait de chiffres ici. N'oublie pas de présenter 2 produits sur la tablette pour que la personne achète. Et ainsi de suite. Et c'est une pression comme ça qui fait que je trouve que les gens ne se rendent pas compte de cet aspect-là, mais c'est vraiment... c'est agréable pour personne, en fait. Et est-ce que tu as déjà eu peut-être des gens déçus en Norvège et comment ça s'exprime ou pas? Est-ce que tu arrives à... Est-ce que c'est différent en France? Tu vois, ça m'intéresse parce que... Oui, parce qu'en France, j'imagine... comment tu dirais quelqu'un qui est déçu en France, comment il réagit comparé à un Norvégien? En France, je pense que les gens... je me souviens, les gens sont assez directs. Ils vont me dire... ouais, c'est pas mal. Mais par contre, tu peux faire plus court et genre partout, en fait. Mais t'as déjà... Ouais, t'es genre à la fin et... Ok, ouais. T'es déjà en retard, t'as pas mangé, t'as pas été aux toilettes. C'est pas grave. Ah ouais. C'est la coiffure, c'est pas grave. Donc c'est pas grave, oui. Ils vont avoir tendance à me dire les choses un petit peu plus... de manière un peu plus directe. En Norvège, quand quelqu'un n'est pas satisfait de quelque chose, ils vont pas le dire. Mais ça se voit sur eux. Sur le visage. Ah, trop drôle. Ils sont là en mode, à chaque fois, tu sais, je vais le montrer et je vais leur dire, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la longueur? Est-ce que tu aimes bien l'effet et tout? Et la grande réponse, c'est toujours le Ah, si j'ai un T'as compris que c'est chaud là. Il faut réajuster, quoi. Là, du coup, je prends le temps. Donc, je vais m'asseoir en face de la personne pour être au même niveau. Et là, je vais dire, dis-moi ce que je peux faire. J'ai envie que tu sois très content. Et là, du coup, ils vont me dire,
Là, tu vois, je pense que c'est plus court. Peut-être faire plus court, ça peut être pas mal ou autre. D'accord. Donc on retrouve peut-être cette démarche on en avait parlé avant, de leur donner l'autorisation de pouvoir faire un retour honnête. Oui. Si tu dis juste comme ça, mais toi tu creuses, et là, si on demande vraiment, allez, on va creuser, ils y vont. Oui, et je vois la différence avec mes collègues norvégiennes. Elles reçoivent le elles posent le miroir, elles enlèvent le peignoir, allez hop, on va en caisse. Mais moi, non, en fait, je suis là, je me dis, ah non, mais non, moi, je veux que tu sois content. Et si mes clients sont contents, moi, je suis la plus contente. Ouais. Si j'ai un client dans la journée qui n'a pas été satisfait, je repars à la maison Avec ça. C'est un ce poids, sentiment, ouais. Oui, où je me dis, qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'aurais dû dire? Où là, vraiment, ça me... Mon copain, à chaque fois, il me dit... Mais ça va aller, t'inquiète pas. Et moi, je me dis, mais non, mais J'ai eu un je comprends pas, j'ai eu un et c'est pas allé au-delà. j'ai eu un et ça va pas. Ouais. Ou le tu sais, Oui, aussi. oh là là. Genre, vraiment, bon, allez, on passe à autre chose, ciao. Mais du coup, dès que je demande, et ben là, ils sont contents, ils vont Voilà. dire, ok, et puis ils sentent en confiance aussi. Je trouve qu'il y a une relation de confiance qui se crée, qui au début, je les vois, les Norvégiens sont assez, voilà, c'est lambda, on va papoter un petit peu, oui, mais voilà, on rentre pas trop dans les détails. Mais ils vont revenir régulièrement et on va faire connaissance. Donc, on va s'ouvrir l'un à l'autre. Et là, on entame des discussions super... Génial. Donc, justement, ça allait être ma prochaine question. Tu crées vraiment des liens. Et d'ailleurs, en norvégien aussi. Oui. Depuis, voilà, oui, on n'a pas précisé. tu parles couramment norvégien aussi. Alors, couramment. Dans le milieu de la coiffure. Oui. Avec ton job, ça se passe bien, quoi. En tout ça cas, se passe très voilà. bien. Ouais. Et donc, tu noues des liens avec... des Norvégiens au fur et à mesure qui reviennent. Oui, c'est pour ça que quand j'entends des gens dire oh, les Norvégiens, ils sont froids, oh, les Norvégiens, ils sont pas expressifs et tout. Mais venez au salon de coiffure. Trop bien. Vous allez voir. On va faire un reportage. Et venez, vous allez voir. Enfin, je veux dire, c'est quand même mes clients norvégiens qui m'offrent toujours des chocolats à Noël, des bouteilles de vin, toujours français, parce que c'est pas les Françaises, on va lui acheter du vin français. Qui me font des hugs à Noël Trop ou à mignon. mon anniversaire, qui m'envoient des messages. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Il y a vraiment un lien assez Oui. fort qui se crée, quoi. Ouais. Oui, pas avec tout le monde. Oui. Ça serait mentir de dire Oui, bien qu'on sûr. est tous... non. Mais pour beaucoup, ouais. J'ai des clients, il y en a un, là, c'était première coupe de l'année avec lui. Et il me dit, tu te rends compte, ça va faire 9 ans qu'on se connaît, Closy. Oh, waouh. Et je l'ai rencontré la première fois, il était plus petit que moi, et maintenant, il me dépasse de 2 têtes, quoi. Mais c'est trop mignon. Donc, ouais. Donc, j'ai des familles entières qui viennent au salon. Donc, je connais la mère, les enfants, la tante, les grands-parents. Et est-ce que, de manière générale, tu dirais que, tu sais, par exemple, la France a bonne presse pour la nourriture. Est-ce que la coiffure, on retrouve ça ou est-ce que c'est un gage de qualité que tu sois française? Pas forcément sur la coiffure. Je trouve que c'est plutôt un bon avantage. Oui, en général, oui. Alors, moi, je ne trouve pas que je fasse des choses extraordinaires par rapport à mes collègues norvégiennes. Elles sont très professionnelles et elles sont très douées dans leur domaine aussi. Mais je dois avouer qu'en termes de service, c'est pas la même chose. Moi, je me souviens, dans les premiers salons dans lesquels j'ai travaillé en étant apprentie, et la cliente arrive, c'est bonjour madame, bonjour monsieur, on prend le manteau, on installe la personne, on lui fait un café, un thé, voilà, c'est très, voilà, on est vraiment dans le service. En Norvège, on n'ouvre pas la porte, on prend pas les manteaux, il n'y a pas cet écho dans le salon où tous les coiffeurs et toutes les coiffeuses disent bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour. J'adore. Bonjour. Mais c'est tellement ça. Et franchement, il y a plein de, il y a des stéréotypes, mais c'est ça en fait. Ah ben moi en plus dans le sud, et une bonne journée. Merci beaucoup, à très vite. Je trouve ça. Moi je le faisais pas. J'étais toujours très, justement, j'avais tellement peur de tomber dans là-dedans. ça. J'étais là en mode, je veux pas avoir l'impression d'être coiffeuse. Je veux pas qu'on me dise, on le voit dans la rue, elle est coiffeuse. Ouais, d'accord, ouais. Puis qu'elle parle comme ça. Ouais, t'as pas les stigmatismes autour de ça, ouais. Donc il y a pas ça, et vraiment. Je me rends compte que tu vois, la personne arrive, admettons, je suis un peu en retard, j'arrive, je vais la voir, je vais lui dire, je suis un tout petit peu en retard de 5-10 minutes, est-ce que tu veux que je te prépare un café, un thé ou un verre d'eau? Et tout de suite, pour eux, c'est le must du service, quoi. Ah ouais, ils s'en reviennent pas, et oui. Parce qu'ils ont l'habitude que ce soit... Ouais. Alors que d'habitude, c'est en mode oui, bon, tu connais le chemin, t'enlèves ton manteau. Enfin, les salons en Norvège, c'est vraiment. Ça me fait un peu penser, moi, quand je suis arrivée, comparé à la France, par exemple, au café,
T'as plus tendance à aller au comptoir et demander ton café comparé à la France où t'attends à ta table qu'on vienne te commander. Et en général, tu ranges tout toi-même. Oui. Tu te fais ton service, en fait. Tu nettoies, oui, la derrière ouais, toi. Du coup, ça me fait un peu penser à ça aussi. Ouais. Et est-ce que tu sais si les études de coiffure, c'est assez similaire en Norvège et en France? Vous apprenez les mêmes choses ou pas du tout? C'est très différent. En l'occurrence, pour ma part, j'ai fait donc un apprentissage pendant 5 ans, donc des 2 premières années de CAP. Donc j'étais donc principalement en entreprise. J'avais 3 jours d'école par quinzaine. Donc beaucoup de boulot, quoi, du coup. Beaucoup dans la énormément pratique. de travail, Ouais. puisqu'au final, on est très peu à l'école, mais en revanche, on nous surcharge. C'est super intense d'ailleurs. On nous surcharge de devoirs, de choses à faire, aussi bien dans la pratique que dans la théorie. D'accord. C'est très complet. Et en fait, quand j'ai regardé les manuels de coiffure, ou en tout cas ce que les coiffeurs étudient ici en Norvège, ça reste très léger quand même. Et pour le coup, eux, ils font 2 années à l'école et 2 années en entreprise en partenariat avec l'école. C'est-à-dire que l'école a encore un suivi de leurs élèves quand ils font leurs 2 années en entreprise. Et là, ils obtiennent un diplôme de coiffure. Alors que nous, c'est CAP, mention complémentaire, brevet professionnel. Donc, c'est vrai que du coup, moi, j'arrive, j'ai 3 diplômes et eux, ils arrivent, ils en ont 1. Donc, c'est assez différent. Et du coup, en termes de barème pour les paiements de salaire, c'est aussi très différent. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus. S'il y a des coiffeurs qui souhaitent venir en Norvège, faites très attention au barème. Parce que parfois, ça ne correspond pas du tout au montant où on est censé être payé. Moi, je faisais très confiance. Je me disais, la Norvège, les gens sont très honnêtes. Et ça revient très souvent. Les Norvégiens sont très honnêtes. Mais on peut aussi tomber sur des gens qui ne jouent pas du tout dans les règles, qui vont prendre avantage du fait qu'on soit étranger. Et qu'on ne connaisse pas forcément qu'on ne connaît pas. Le barème. Exactement. Et du coup, on se retrouve à se rendre compte, pendant 3 ans, j'ai été sous-payée. Oui, donc. Et comment tu as fini par t'en rendre compte, par exemple? Moi, je m'en suis rendu compte, c'est-à-dire que c'est une longue histoire, mais concrètement, j'ai eu des soucis avec mon avant-dernier employeur. Du coup, on a un cas... un litige? Oui, donc avocat, tout ça. Ouais, putain, ça. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu des accusations de la part de cet employeur-là, où du coup, quand on n'a pas fait ce dont pourquoi on est accusé, on se met le nez dans les documents, dans les chiffres, pour dire je vais démontrer ça, parce que c'est pas vrai. Et plus on avance, plus on creuse, et plus on se rend compte de choses, et on se dit, mais... En fait, c'est encore pire que ce que je pensais, limite. Quoi. Oui, ah, ouais. Et en fait, s'il n'y avait pas eu tout ça, je m'en serais pas rendu compte. Et voilà. Et ouais. Donc, qu'on soit intéressé pour venir en Norvège, oui, mais pour tous les corps de métier, faites super attention. Il y a des abus. Oui, il y a des abus, et je trouve que c'est... Je sais pas, on est peut-être... Ou alors, est-ce que c'est moi qui suis trop honnête? Je sais pas. Mais je trouve qu'on est vachement dans une petite bulle en mode non, mais les Norvégiens, ils sont gentils, ils sont honnêtes. C'est basé sur la confiance, beaucoup ici, donc tu te dis, ils vont pas m'entourlouper. Exactement. Et là, on se rend compte, non, pas tout le monde. Il faut faire attention, il faut être vigilant, il faut prendre le temps de regarder quelles sont les règles, quels sont les barèmes, quelles sont les lois en fonction de son corps de métier. Parce qu'on me disait... Tu peux prendre contact avec Fagforbundet, donc le syndicat, donc des syndicats qui sont rattachés en fonction de nos corps de métier. Ils font pas grand-chose. Ouais, malheureusement. Franchement, je sais pas pour les autres, mais en tout cas dans le domaine de la coiffure, faut pas trop leur en demander. Est-ce qu'on peut les contacter pour savoir justement ces barèmes, savoir ce que si je viens de m'installer ici et que je veux savoir quel doit être le barème par rapport à mon expérience, mes diplômes et tout, on peut s'adresser à ce... Ou est-ce que ChatGPT ferait un meilleur boulot, tu penses? Tu vois, c'est bête, mais maintenant... Ça me fait mal de le dire, mais je crois que ChatGPT ferait un meilleur taf quand même. Parce que une fois, j'ai voulu poser une question. On me dit, tu n'es pas syndiqué. Pour faire partie d'un syndicat, il faut payer. Donc voilà, je deviens membre. Je paye un certain montant tous les mois en me disant, c'est bon, j'ai la garantie d'une sécurité, en me disant, si j'ai des questions, on va y répondre. S'il y a des choses à vérifier, on les vérifiera pour moi. Pas du tout. Donc du coup, je pose les questions une fois que je suis syndiquée, où là, au final,
au lieu de me répondre avec des faits, des articles de loi et des règles bien cadrées, on me répond avec des avis complètement personnels et biaisés. Donc là, je me dis, mais qui sont ces personnes? Est-ce que c'est comme ça avec tous les syndicats? Donc j'ai appris que non. Dans mon domaine, c'est vraiment resté en surface. Ouais. Et au final, la seule vraie personne qui a vraiment pu m'aider dans tout ça, c'est donc du coup mon copain et mon avocat. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un avocat, qu'importe où on vit, ça coûte extrêmement cher. On me dit, oui, mais ton syndicat aurait pu te donner un avocat, ils ont des avocats, machin. Oui, j'ai fait la demande, mais apparemment, mon dossier était trop compliqué. Autant vous dire, je ne suis pas restée syndiquée très longtemps. Ah, tu m'étonnes. Ouais. Je me suis désabonnée. Quand on déménage en Norvège et on est dans cette phase de honeymoon et on est tellement là, des paillettes plein les yeux, on ne se rend pas compte de ça. Ce n'est pas les choses auxquelles on pense tout de suite. Il faut qu'on reste sur place pendant un moment et limite qu'on enchaîne des galères pour comprendre comment ça fonctionne. Mais je réinsiste sur le fait qu'il y a plein de difficultés en fait, où je n'étais pas préparée, je ne savais pas. Et je me dis toujours, même si on est bien préparé, il y a toujours des choses qui viennent s'ajouter. Il ne faut pas sous-estimer l'éloignement avec la famille, les amis, l'hiver ici, la noirceur, le fait d'être dans une autre culture. Et si en plus de ça, on amène des problèmes du coup professionnels qui amènent, eux, des problèmes financiers, ça peut être très dur très très vite. Et je veux vraiment insister sur ça. Il faut faire très attention. Tout à l'heure, tu parlais de la solitude notamment. Comment ça s'est traduit pour toi? Est-ce que tu as connu des périodes difficiles en vivant à l'étranger? Alors moi, déjà, de base, j'aime bien être seule. Je suis très contente. Je suis plutôt... solitaire. Ouais. Au travail, du coup, je donne tout parce que je suis avec des gens toute la journée. Je parle tout le temps. En contrepartie de ça, à côté de mon travail, j'aime bien être toute seule. Te recharger, oui. J'aime bien ça. Donc du coup, je dois avouer que la Norvège, c'est quand même pas mal. Si on est introverti, j'avoue que c'est peut-être le pays rêvé, limite. Mais être seul et se sentir seul, c'est pas la même chose. Où justement, il y a eu des périodes qui sont très difficiles, comme l'année dernière, ça a été ma pire année en Norvège à cause de ce litige professionnel. Je sais pas comment vraiment l'exprimer, parce que c'est très dur. Je pense qu'il faut traverser ça pour le comprendre, mais t'as pas envie de voir du monde. Même si on te propose des sorties, t'as peur d'être de mauvaise compagnie parce que ce litige justement prend de la place. Moi, je l'ai caché pendant très très longtemps à ma famille parce que j'avais pas envie de les inquiéter. J'avais pas envie de parler de ça tout le temps quand je leur parlais. Mais c'est drôle parce que même si on vit loin, ils se rendaient compte qu'il y avait quelque chose, mais ils savaient pas quoi. Donc, je trouve que ça peut être très très difficile. Mais encore une fois, il y a Mère Nature qui est là. Donc, quand on a un petit coup de déprime, il faut sortir. Et les médecins, d'ailleurs, le recommandent toujours. Faites des sorties en extérieur, aller au musée. Et c'est vrai, il faut faire des sorties. Donc, je dirais que l'isolement, en soi, c'est pas quelque chose qui m'a dérangée parce que, voilà, de nature, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais j'avoue que pour des personnes qui sont peut-être très extraverties, qui aiment passer du temps avec du monde, faire des sorties, être tout le temps entourées, j'avoue que là, ça peut être un peu compliqué. Est-ce que tu t'es fait des amis par le travail? Parce que de bons amis, est-ce que comment ça s'est passé pour créer du lien social? Je dirais dans un premier temps, ça a été donc les Français, donc avec les French After Work et les cours de norvégien aussi. Du coup, j'ai rencontré mon meilleur ami ici en Norvège. Oui, mes premières amies norvégiennes, du coup. Parce que j'en ai quelques-unes, donc je suis pas peu fière. C'est vrai, hein, ça se mérite. Oui, ça a pris 3 ans quand même. 3 ans, où du coup, oui, mes anciennes collègues sont devenues des amies. On se voit une fois par mois, soirée nana. Je vais pas dire que je suis la personne la plus régulière. Donc, c'est vrai qu'il y a des personnes que je vois très peu, mais en tout cas, quand je les vois, ça se passe extrêmement bien. Mais j'avoue que à cause de mon métier, c'est vrai que j'ai pas forcément... envie de sociabiliser après mes heures de travail. C'est ça, parce que tu apparais, je trouve, comme quelqu'un de très sociable, mais tu restes introverti. Et je pense que je me définis comme ça dans le sens où je vais avoir plein d'amis, je vais beaucoup parler, je vais m'intéresser beaucoup aux gens, mais après, j'ai vraiment... La manière dont on se recharge, c'est aussi d'être seul au calme. et voilà, au calme. Et comment tu gères l'éloignement avec la famille?
Ça se passe... alors, ça dépend avec qui. Mm. Il y a des personnes avec qui ça s'est vraiment très très bien passé. Il y a eu une acceptation de mon départ qui s'est faite tout à fait naturellement. Mm. Ils sont venus me voir ici, donc ils ont compris pourquoi je suis venue là. Ils ont dit, mais Ça fait sens. oui, ça fait sens avec ma personnalité, en fin Ça de lui compte. correspond. Oui. Mm. Je me souviens de ma sœur, après son premier séjour ici, qui me dit, on se dit au revoir à l'aéroport, et elle me dit, mais reste ici, t'es tellement bien là. Et je lui dis, merci, ça m'a fait du bien de l'entendre, parce que du coup, quand il y a d'autres personnes du coup, qui n'ont pas du tout compris, on allait dans le conflit. C'est vrai qu'on se dit, bon, j'ai pas pris la mauvaise décision, mais je dois avouer que c'est assez dur parfois de pas toujours être là pour les mariages. J'ai pas pu assister à l'enterrement de mon papa, par exemple, en 2020, à cause du corona. Ouf. Donc, on peut pas toujours se rendre au mariage, aux enterrements. On peut pas toujours... participer aux grandes étapes de vie. Grandes et petites. J'ai une nièce et un neveu que j'aime de tout mon cœur. Et je les vois grandir, mais de loin, en fait. Donc, il y a plein de choses que j'ai ratées. Eux, ils s'en rendent peut-être pas compte. Je suis un peu la tata qui vit à l'étranger. Donc, bon, ils me voient une fois de temps en temps. Mais c'est vrai que quand je vois des photos, les rentrées de classe, que je les vois évoluer, je me dis, j'ai loupé plein de trucs. Et à chaque fois que je les vois, c'est devenu des personnes différentes. Donc, il faut que je me réhabitue à chaque fois. Ça peut être intéressant de vivre loin de sa famille, puisque du coup, on se découvre. Mais en contrepartie de ça, on loupe beaucoup de petites et grandes étapes. Ouais. Ça a un prix. Et je dirais, je vais utiliser un mot qui compte triple au Scrabble. Il y a cette dichotomie. Oh. Il est beau, tu vois. entre, en fait, comme tu dis, se révéler, se trouver dans un environnement qui nous correspond, mais au prix de louper les petits moments, les grands, comme tu dis, ou les petits moments de vie. Oui. Et toujours naviguer ça sans trop s'en vouloir. Et c'est vrai qu'avoir la confirmation des autres que c'est parfois, tiens, ça te correspond, c'est bien, et je comprends pourquoi tu adores ce pays ou pourquoi tu t'y sens bien. Ça fait du bien, quoi. Parfois, ça soulage. Ouais. Ça a vraiment soulagé beaucoup d'appréhension, puisque au final, eux, ils s'en rendent pas compte. Mais à chaque fois que je rentre en France, en tout cas au début, j'appréhendais un petit peu. Je me disais, mais est-ce qu'on va m'en vouloir ? Oui, non, mais c'est ça. Moi, je pense aussi avec la distance, tu t'imagines les scénarios et parfois, j'ai l'impression que c'est un choix égoïste, en fait. Parce que je décide de mettre mon bien-être et le bien-être familial en avant. En gros, c'est ma priorité. Et dans les années de vie dans lesquelles je suis, ça correspond à ce schéma-là, quoi. On peut paraître égoïste. En plus, j'ai pas d'enfant, je vis à l'étranger. On va pas dire que ça rentre dans une case, enfin, en tout cas, pas celle qu'on attend de nous, parfois, de devoir fonder une famille et autres. Moi, j'y pense pas du tout. Je me dis, mais... j'ai tellement de choses à faire et explorer, ça viendra. Mais je me dis, c'est vrai que quand je rentre en France et je vois le décalage avec mes amis qui ont maintenant, pour la plupart, une vie de famille, ou aussi, il y a une chose qu'on sous-estime, et ça, je le savais pas, et j'aurais aimé qu'on me le dise, c'est que quand tu évolues entre deux cultures, tu deviens un espèce d'hybride tu t'intègres pas entièrement en Norvège, parce que tu seras jamais à 100% norvégienne ou norvégien, malgré tous les efforts que tu feras, nationalité, pas nationalité, la langue, pas la langue, peu importe. Mais à chaque fois que je rentre en France, il y a un décalage qui se fait où j'ai pas le même environnement, j'ai pas les mêmes soucis, j'ai pas les mêmes centres d'intérêt. On parle pas des mêmes choses en repas de famille. Entre ma belle famille norvégienne et ma famille en France, je me dis, mais les sujets de conversation sont... Il y a des choses en Norvège, on ne parle pas de ça, tu vois. À table, ça reste dans des petits cercles bien fermés. On va pas parler politique à table d'un seul coup. Ça, il paraît que c'est très... Ça se fait vraiment pas, ouais. Et en France, pas de problème. C'est débridé. Donc, c'est assez rigolo de voir le contraste des deux. Ça demande un temps d'adaptation pour se remettre dans le bain. Ouais. Et aussi au retour. Le retour où, en général, il y a des gens, ils vont se sentir pas très bien. Moi, en général, je suis un peu triste de dire au revoir à ma famille et mes amis, mais ça dure pas longtemps. Je suis contente de rentrer chez moi en Norvège, de retrouver ma routine et ma petite vie. Mais j'avoue qu'après la France, ça prend du temps pour moi de devoir reparler norvégien au salon, où en fait, j'ai pas l'automatisme de parler norvégien tout de suite. Ça demande de devoir se réadapter, ça demande beaucoup d'énergie aussi, de devoir être entre les deux. Ouais, c'est très dur. Il
Il y a C'est beaucoup très dur. d'invités aussi, et je le ressens aussi, qui nous disent en Norvège, parfois, je me sens un peu français. Et quand je retourne en France, je me sens norvégien. Mais totalement. La dualité, ouais. C'est vraiment... Il y a une vraie dualité. Et tu disais que du coup, l'année dernière, ça a été l'année la plus dure pour toi en Norvège. Mhm. Est-ce que ça a remis en question ton projet de vie en Norvège? Non, pas du Mhm. tout. Même pas? Non. Mhm. Ah non. C'est incroyable, ouais. Non. Ça aurait pu mal tourner dans le sens où les frais d'avocat ont tellement grimpé. Et Ouais. là, en l'occurrence, maintenant, je travaille dans un salon où je travaille à la commission, c'est-à-dire que je ne fais de l'argent que lorsque j'ai des clients. Mhm. Donc, je ne suis pas payée à l'heure. Il y a eu un moment donné où, financièrement parlant, je me suis dit, heureusement que je vis avec mon copain, parce que sinon, si j'avais été toute seule à ce moment-là, j'aurais dû rentrer en France. J'aurais pas eu le choix. Ça aurait été violent, puisque là, pour le coup, vraiment, moi, c'est ma vie, elle est ici, en fait. Ouais, Et je me ouais. dis, à cause d'un litige professionnel, en sachant que la vie professionnelle, c'est important, mais je veux dire, c'est pas Oui, ce qu'il y a c'est de pas plus toute ta important. vie. Mhm. Que ça aurait dû, que ça aurait quand même pu vraiment faire basculer tout ça. Ça m'aurait fait mal. Quand on a un litige professionnel, c'est un peu comme avoir une ombre qui nous suit tout le temps. C'est-à-dire que tu n'y penses. Je pense Ah que oui, je sais de quoi tu parles. ouais, je Ouais. crois que tu vois très bien de quoi Ouais. je parle. Tu y penses souvent. Donc du coup, tu te renfonces un peu dans ça. Mhm. Vraiment, tu sens qu'il y a une injustice qui se crée. Il y a un sentiment aussi d'insécurité qui se crée, qui Complètement. s'installe. Et on s'en rend pas compte tout de suite. Ah non, ça vient te gratouiller comme ça. T'as Voilà. confiance en toi, tout petit à petit. Tout Ouais. est remis en question. Et en fait, c'est vraiment comme une ombre. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps là. Donc, c'est pas comme si tu la voyais. C'est pas comme si tu la vois tout le temps. Ou en tout cas que tu la remarques. Mais elle est tout le temps là, quoi. Mhm. À côté de ça, je trouve que même si ça a été difficile, en aucun cas, Mhm. j'ai pensé à une seule seconde à acheter un billet aller Retour. simple. Mhm. Mhm. À aucun moment où je me suis dit, mais non, ça serait la... C'est marrant parce que La je défaite. vois... Alban, c'était pareil. Ouais. Je vois dans vos deux réactions que malgré ce moment très dur, ça n'a pas été pour autant une remise en question du projet de vie en Norvège et de se dire je me sentirais plus en sécurité en France ou ailleurs d'ailleurs, parce que c'est pas moi qui vivais le litige professionnel, mais du coup j'étais là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on prenne un nouveau départ ailleurs ? Parce que, comme tu dis, ça empiète tellement sur tout autour que pour moi, c'était un peu genre, peut-être qu'il faut qu'on aille ailleurs, qu'on recommence quelque part. Et Alban, quand je lui ai dit ça, il était là, non, moi j'ai juste envie de retrouver une stabilité, mais ici. Oui. Toi et mon copain, vous êtes un peu les dégâts collatéraux. Hein. Mhm. Parce que ça empiète sur tellement de choses. Ouais. C'est pas comme si tu passes la porte de chez toi et puis c'est bon, c'est fini, tu vois, on en Bien sûr. parle Tu demain. peux pas le laisser dehors, ouais. C'est tout le temps, tu dors pas la nuit, tu commences à douter de plein de trucs, même des trucs tout bêtes, tu sais. Mais ça n'a pas résumé l'entièreté de ma vie en Norvège. Ouais. Là, je bien, suis pas ouais. tombée sur les bonnes personnes. Mhm. Ok, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais c'est pas toute la Norvège, On Dan. croise les doigts pour que ça se termine pour toi et que tu puisses profiter de la vie sans avoir cette petite Renaître. ombre. Ouais, exactement. Renaître. Ouais, renaître, exactement. Merci beaucoup, c'est gentil. Quel est ton meilleur souvenir en tant que coiffeuse en Norvège ? Est-ce qu'il y a eu des moments mémorables en Norvège ? Je sais pas, quand je vois des clients revenir, et surtout que je comprends, c'est-à-dire que là, j'ai un souvenir qui me vient en tête. Une semaine auparavant, j'avais eu donc une des pires expériences avec une cliente qui n'était pas une de mes clientes, c'était la cliente d'une collègue que j'ai dépannée. Ça s'est vraiment pas bien passé, Mince, ouais. puisque je suis pas ma collègue, donc je fais pas exactement la même chose. Ouais. Elle n'était pas ratée, hein, tout va bien, Mhm. mais j'avoue que voilà, c'était assez violent. Et une semaine après, au moment où voilà, je nettoie le salon, j'ai fini ma journée, je suis la dernière au salon, je vois une cliente rentrer et là elle me dit j'ai besoin de voilà, et elle était pas bien. Je sentais que il y avait un truc. Moi j'avais pas de plan ce soir-là, je me suis dit pourquoi pas. Donc du coup je la fais rentrer, je l'installe, je fais la consultation avec elle, je vais voir un peu qu'est-ce qui se passe.
Elle voulait une nouvelle coupe de cheveux, mais c'était bien plus profond que ça. Ouais, Comme à punaise. chaque fois, en fin de compte. Ouais. Souvent, c'est rattaché, on parle de cheveux, mais je veux dire, on me dit, ouais, c'est de l'esthétique. Non, c'est beaucoup de... Est-ce que c'est vrai, quand on change de vie, on change de coupe de cheveux? Il y a beaucoup de gens qui font ça. Ouais. Ouais, il y en a beaucoup. C'est vrai. Et cette personne-là avait vraiment le besoin de faire quelque chose. J'ai passé beaucoup trop de temps, je crois que j'ai passé 1h30 avec elle, voire presque 2 heures. Il y avait tellement de choses. Et je me suis dit, tu sais quoi, là, on a besoin, moi j'ai le temps, il n'y a pas de problème, quoi. Donc c'était la première fois qu'on se rencontrait. Elle a vu le résultat final, elle me prend dans les bras, avec la larme à l'œil, en me disant, mais t'as refait ma journée, quoi. Elle m'avait expliqué ce qui s'était passé dans sa journée. Et là, je me dis, c'est quand même un beau métier, quoi. Personne nous prend dans les bras, la larme à l'œil à la fin de la journée. Merci pour ce fichier ou merci pour ce... Non, mais Merci pour là ce où- PDF. C'est ça. Magnifique, vraiment ma journée. Ah bon. Non, mais du coup, c'est vrai que là, le côté humain, c'est pas prenant. négligeable. Ouais. Oui, je me souviens d'une cliente, jamais vue cette personne auparavant. Elle rentre dans le salon, les cheveux longs qui lui arrivent aux fesses. Donc moi, à l'époque, j'avais les cheveux quasiment aussi courts que toi, Alban. Et du coup, elle rentre dans le salon et elle dit à ma collègue, je veux les cheveux courts comme elle là-bas, là. Punaise. Ah ouais. Donc du coup, j'étais la première disponible. Donc je vais la voir et je lui dis, mais t'es sûre que t'as pas envie de faire plusieurs coupes? Parce que du coup, t'as tellement de longueur, tu peux te permettre de faire plusieurs trucs, tu vois, avant d'arriver au court. Parce que toi, c'est coupé court, n'est-ce pas? Et là, elle me dit, non, court. Ok. Donc là, j'enlève mes 50 cm de cheveux, quoi. Moi, j'ai mon cœur qui bat 8000. Je me dis, mais est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va lui plaire, en fait? Parce que moi, je sais que mon travail il va être bon. Mais oui, mais est-ce qu'elle va se plaire? Psychologiquement, ça peut être dévastateur, une coupe qui ne te plaît pas, et surtout un changement comme ça aussi grand. Oui. Puis alors vous, les clients, vous le savez pas, mais nous, quand on a des changements comme ça, à l'intérieur, on est, on n'est pas bien, quoi. Et du coup, je fais la coupe, je fais un peu connaissance avec cette personne parce que je me doutais bien qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Et effectivement, elle venait en fait de signer les papiers de son divorce et son ex-mari lui avait interdit de se couper les cheveux courts. Et elle était ravissante, quoi. Elle avait ramené une paire de boucles d'oreilles, elle avait ramené du maquillage, elle était incroyable. On s'est tous regardés dans le salon, on la voyait, on se disait ça c'est de la... Ouais. Ça, c'est la Début force, d'une nouvelle quoi. vie. Ouais. C'est trop beau. Enfin, on était là, on la voyait, elle était complètement épanouie. Elle avait enlevé un poids, dans tous les sens du terme, où vraiment, là, elle s'était affirmée grâce à sa coupe de cheveux, quoi. Ah ouais. Donc, c'est assez beau. Puissant. Ouais. C'est très beau, ouais. Donc, il y a des beaux moments comme ça. Est-ce qu'il y a des moments drôles? Oh, il y en a plein. Parfois, tu te dis « oups » ou alors des demandes farfelues qui te font rire. Je dirais... alors, on va rentrer dans un sujet peut-être un peu plus deep, et je ne sais pas si ça fera un épisode complet pour plus tard pour vous, mais on peut en parler vite fait des demandes de date en Norvège. Ah ouais, vas-y, j'adore. Attends, chez le coiffeur, là, je suis perdu dans... Ah ouais? Chez le coiffeur. Donc, en France, ça arrive parfois, tu sais que voilà, un client me propose... Il y a une règle, hein, en France, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de politique, on ne sort pas avec les clients. En Norvège, c'est vraiment une règle en France? On te dit, tu n'as pas le droit de moi, dater c'était un client. dans mon cadre à moi, à l'époque, quand je travaillais en France, c'était comme ça. Ok. En Norvège... Pas de règle. C'est pas du tout comme ça. Donc du coup, c'est vrai que j'ai eu plusieurs... Du speed dating malgré toi? Oui. Oh, punaise. Oui. Avant que je rencontre mon copain, oui, ça arrivait où en fait... d'ailleurs, c'était un choc culturel, hein, où justement, donc je coiffe un client, un homme, coupe-homme, voilà, je fais mon travail. Il passe en caisse. Et là, il me regarde et il me dit ouais, est-ce que tu voudrais prendre un café? Je le regarde. Bon, il était beau, hein, donc je me dis, il avait l'air sympa. Je dis, ouais, écoute, pourquoi pas, puis un café, ça va, ça engage à rien, n'est-ce pas? Dans ma tête de Française. Ah, mais si, c'est engageant, en fait. C'est très, très engageant, le café, ouais. punaise, ça fait penser à la fameuse anecdote de Laurette qui a remué les réseaux sociaux, quoi. Avec les frites. Exactement. Tu offres à manger ou à boire. Attention, mariage around the corner. T'as la bague au doigt, là. Donc toi, t'acceptes un café innocemment. Mais tellement... En plus, je suis tellement naïve, tu sais. Je suis tellement honnête et naïve. Et alors, du coup, je lui donne mon numéro de téléphone sur son ticket de caisse, hein, n'est-ce pas, hein, vraiment. J'adore.
Allons-y, tant qu'à faire. Voilà, j'ai fait mon truc et je lui dis, je finis à telle heure ce soir, voilà. Et du coup, je retourne dans le salon et là, je vois une de mes collègues débouler vers moi, qui me regarde, qui me dit, Claudie, je sais pas si tu es au courant, mais café en Norvège, ça veut pas dire café. Netflix and chill. Oui. Oh, punaise. Et moi, mais comment ouais. ça? Mais qu'est-ce que café? Il aurait pas dit le mot café s'il voulait pas prendre un café. Non, café, c'est une excuse en fait pour te voir après. Et du coup, c'est quand même important de le savoir, mais les règles de date en Norvège, c'est quand même que tu passes par la case intime. Et si ça se passe bien, du coup, tu vas ensuite revoir la personne dans un lieu public, prendre un café, aller en forêt. Mais attends, du coup, vous n'avez pas pris de café? Non. On n'a pas Mais pris attends, de café. du coup, quand il te dit rendez-vous chez moi, quoi? Mais en fait, donc il m'avait envoyé un SMS, donc je réponds et je lui dis gentiment, je crois qu'il y a eu un petit malentendu. Je voulais vraiment un café. Pour moi, café, ça veut dire café, tu vois. Et en fait, du coup, je me dis, ça vient de ma collègue. Elle est jalouse, tu vois, en rigolant. Donc, je demande à mes autres collègues, et là, elles sont toutes norvégiennes, je précise. Ouais. Et là, elles me regardent et elles sont là. Ah, mais Claudie, un café, c'est pas un café, attends. Moi, je savais pas. Donc, du coup, pour l'expliquer... Il n'y a pas eu de café. Voilà. Parce qu'un café, ça aurait voulu dire un date romantique plus. Plus, voilà. Donc, je savais pas. Donc, ça, c'était un peu les trucs, des petites bourdes un peu comme ça, où tu sais pas, c'est des différences culturelles. T'es pas au courant. Mais je suis en train de penser à ça, je me dis, mais pour les... Combien de fois t'as allumé des gens au boulot, toi? C'est clair. C'est clair. Un petit café. On va se prendre un petit café. Non, mais c'est clair. Mais en plus, non, je me dis... donc je l'avais déjà entendu, je crois que c'est Laurelou qui nous en avait parlé, qu'effectivement, en Norvège, tu passes par la case intime avant d'aller boire un café ou dîner ensemble. Là, tu te dis encore, tu es dans un pays hyper safe. Enfin, en France... direct aller chez quelqu'un et tout, tu as peur. D'abord, tu lui donnes rendez-vous dans un lieu public avec plein de gens autour pour être sûr que c'est pas un malade mental. Parce que tu vas pas me découper. Oui, c'est voilà. ça. Mais c'était ça, ma réflexion. Peut-être trop de true crime, mais en mode... j'ai peur de... on sait pas sur qui on tombe, en Exactement. fait. En plus, le système de date en Norvège est très, très complexe. Mine de rien, ça a l'air simple dit comme ça, mais non, c'est super compliqué. Je crois qu'il va falloir que tu reviennes pour nous en parler, parce que c'est vrai que Laurélie nous avait parlé de ses années dating et que c'était déjà assez drôle, en tout cas avec le recul. Mais il va peut-être falloir dédier quelque chose au dating en Norvège. Parce que c'est tellement différent. Les repères sont pas les mêmes. Ouais. Les copines ont bien rigolé. J'ai plein de questions, mais plus, est-ce que tu as des conseils pour les femmes, pour les hommes? Combien de fois on devrait aller se couper les cheveux? Tous les combien de temps? Est-ce qu'il y a des règles un peu communes en coiffure? Je dirais en général, de manière... on va dire en général, en tout cas pour les femmes qui ont des cheveux longs, même celles qui veulent se faire pousser les cheveux, et j'insiste là-dessus parce qu'à chaque fois, je rencontre des gens qui me disent « Non, mais je vais pas chez le coiffeur parce que je me fais pousser les cheveux. » Oui, mais il faut juste en fait venir tous les 3 mois à peu près. Enlever juste les pointes pour enlever ce qui est abîmé ou ce qui peut casser ou devenir trop fin, pour faire en sorte que, en ces 3 mois, donc, tes cheveux ont quand même poussé, donc que ton coiffeur coupe moins que ce que ton cheveu ne pousse par mois. J'ai beaucoup trop de personnes qui viennent au salon avec je suis pas venue au coiffeur depuis 2 ans parce que je voulais des cheveux longs. Oui. Non, mais tu ressembles à un balai brosse, ma chérie. Ma chérie, ça va pas du tout. Et du coup, je me retrouve avec je sais pas combien de centimètres de longueur cassée. Tu l'as coupé, ah ouais. Et je me dis, mais tu vois, si t'étais venue régulièrement, et je peux comprendre, attention, ça reste un budget. Ouais. Et j'ai des clients qui viennent 2 fois par an, attention. Et bisous à eux d'ailleurs, je les adore. Mais j'avoue que y a des... Ouais, je dirais qu'il faut venir à peu près tous les 3 mois, 3 mois et demi au moins pour une femme qui a des cheveux longs. Pour les hommes, ça dépend de la coupe. On va avoir des hommes qui ont un peu, tu vois un peu les mecs qui ont des coupes de cheveux un peu à la Beatles, là. T'as moins d'entretien qu'une personne qui va avoir un tour d'oreille bien court, bien défini, avec très peu de longueur sur les côtés. Ouais. C'est pour ça que j'ai gardé le casque aujourd'hui, pour pas que Claudie observe trop les défauts. Des formations professionnelles. Je scrute pas les gens. Mais c'est vrai que je peux me rendre compte, en fonction de l'état des cheveux des personnes, je me rends compte à peu près à quelle fréquence ils vont chez le coiffeur ou pas, s'ils utilisent des bons produits ou pas à la maison, et ainsi de suite, en fait.
Est-ce que tu as une recommandation pour les enfants? Parce que nous, Gisèle, je ne l'ai pas amenée pendant longtemps. Elle a les cheveux très fins et très secs. À cause du froid, ça. Hein. C'est à cause du froid? Oui. Et du coup, après, je l'ai emmenée qu'une fois. Mais du coup, vu qu'ils sont courts, c'est très court. Donc là, tu as envie que ça pousse un peu pour pouvoir lui faire des petites coiffures. Est-ce que tu as une recommandation pour les enfants? La Gabriella, il n'y a toujours pas été. Est-ce qu'il faudrait que je l'amène pour que ça pousse, qu'il soit fort souvent? Mais elle n'a pas les mêmes cheveux que Elle n'a pas les mêmes cheveux, elle a les mais... cheveux plus épais, très longs pour son âge. Ouais, c'est 2 types différents. Ce qu'il faut savoir pour les enfants, c'est que le développement, là je vais rentrer dans la partie un peu biologique, le développement en fait du follicule pileux, donc la partie qui produit le cheveu ou le poil, chez les enfants, ça peut prendre plus ou moins de temps. C'est-à-dire que quand, et vous avez eu des enfants, donc vous le savez, quand vous avez un bébé, il est né avec des cheveux, puis d'un seul coup d'un seul, il y a une période où il n'y a plus rien. Ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Donc en fait, c'était les premières productions de poils et de cheveux que le corps a fait. Et en fait, ça prend du temps avant que ces follicules-là, en fait, produisent de manière régulière partout. Donc il ne va pas y avoir une zone où ça pousse plus vite que l'autre, c'est pas ça. Mais ça prend du temps, en fait, pour le corps de produire des cheveux qui vont être forts et résistants. Elle a juste, en fait, de nature, peut-être le cheveu fin, avec plus ou moins de densité. Après, je pense que pour les enfants, ça sert à rien de faire de l'acharnement, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui va venir avec le temps. Je trouve que c'est plus inquiétant une personne qui, admettons, à l'âge adulte, va avoir vraiment des cassures, une perte de cheveux intense ou une perte de densité, ou là où vraiment on se dit, ok, bon là on rentre dans des trucs plus techniques, mais j'avoue que pour les enfants, il faut juste en fait brosser leurs cheveux tous les jours, leur expliquer, voilà, quand on va chez le coiffeur, qu'est-ce qui va se passer, comment ça se passe, parce que du coup, ça permet de les préparer gentiment. Rassurer, ouais. Et en général, quand j'ai des enfants au salon, je donne toujours des conseils en fonction de l'état du cheveu ou autre, mais c'est vrai que j'aime bien prendre le temps de parler avec les parents, de savoir un peu quelle est la routine, quel produit tu utilises, à quelle fréquence les cheveux sont brossés. Il faut laisser du temps au temps. Et parfois, c'est juste la nature de cheveux qui est comme ça, qui va être un peu plus fine. Est-ce que tu as une recommandation? Par exemple, donc, Gabriella, elle n'a jamais encore été chez le coiffeur, elle a 1 an et demi. Quand est-ce qu'on doit lui faire sa première coupe? Quand vous sentez qu'elle est prête, quand vous sentez que c'est le moment. Hier, j'ai eu un petit garçon, donc j'étais sa première coiffeuse, donc, le petit garçon d'un couple d'amis, et ça s'est tellement bien passé, quoi. Ouais. Il avait les cheveux trop longs, donc du coup, on a redonné un petit peu de forme à tout ça. Il était trop content. Au début, ça l'inquiétait peut-être un petit peu. Je dirais pas inquiet, mais il regardait un peu en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Pourquoi elle me touche? C'est pourquoi le peigne et tout ça. Et en fait, à la fin, il était super content. Il se regardait dans le miroir. Il aimait bien ce qu'il voyait. On a passé un super moment tous les 4. Trop bien. J'ai pas un coiffeur attitré en Norvège. J'ai essayé plusieurs. Et parfois, j'ai été étonnée parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes techniques. Je fais des mèches. Alors, comment tu fais des mèches? Quelle est ta technique? Eh ben, on va faire des techniques différentes, mais c'est clair qu'en fait, même si tu prends, je sais pas moi, 3 coiffeurs qu'on a étudié la même technique, ça sera pas le même résultat. C'est tellement en fait unique à la personne. C'est un peu comme l'écriture. Tu vas prendre 3 personnes qui vont écrire un texte, ils vont tous écrire le même texte, mais la manière dont c'est écrit, c'est différent. Et ben, la coiffure, c'est vraiment pareil. D'accord. Donc je trouve que c'est vraiment... si quelqu'un n'aime pas mon travail, je ne le prends pas personnellement. Ça me fait mal au cœur parce que j'ai envie que mes clients soient très, très satisfaits. Mais je me dis, je ne peux pas non plus plaire à tout le monde. Non, mais moi, la dernière fois, le résultat était très bien, mais j'étais très surprise parce qu'on m'a mis un plastique sur la tête et on m'a sorti... Oh non. Le bonnet, là? Ouais, on m'a sorti, ça m'a fait un mal de chien. On m'a sorti les mèches en faisant des trous comme ça. Mais attends, mais on faisait ça dans les années 80, 70, là. Ah non, mais d'accord, merci. Parce qu'après, moi, j'ai dit ça à tout le monde. Je dis non, mais je sais pas ce qui s'est passé là. On t'a mis le bonnet. Et après, il y a Ça des gens fait qui m'ont mal. dit non, mais je crois que sur les réseaux sociaux, j'ai déjà vu ça et tout. J'étais là, mais c'est quoi ce truc? Mais ça m'a fait un mal de chien en fait. Je fais pas le bonnet, voilà, si ça peut te rassurer. À tous ceux qui nous écoutent, Je ne fais pas de Claudine ne bonnet. fait pas le bonnet. Et Alban, il me disait non, mais en soi, le résultat, ça va. Mais j'étais là, ouais, mais en fait, quand tu vas chez le coiffeur, c'est un moment de détente normalement. Pas de torture. Parce que moi, quand je fais des mèches, ça peut durer parfois 3 heures. Enfin, Oui.
Mais alors là, ça a été un moment de torture, ouais, exactement. Oh, et ma du pauvre. coup, et c'était la première fois en fait qu'on me faisait cette technique, donc j'étais un peu surprise et je me suis dit bon, peut-être nouvelle technique. Non, mais en fait, c'est une ancienne technique. T'as voyagé dans le temps. Hein. J'ai Y a pas de- voyagé. Dans la machine qui retourne dans le passé. Ah ouais, Je veux dire, même moi, en étant apprentie, je crois en première année, on m'a montré la technique du bonnet parce que voilà, ça fait partie des techniques. Mais même moi, quand j'étais apprentie, Tu l'as jamais. je l'ai jamais fait, quoi. D'accord, bon. Bon, bah, on Ok. le sait. Mais du coup, je rebondis sur quelque chose. On a abordé le sujet tout à l'heure. D'apprendre des nouvelles techniques, ça fait partie de la formation des coiffeurs. C'est-à-dire que on ne sort pas d'une école de coiffure en mode c'est bon, je sais tout, j'ai D'accord. tout appris, je sais tout faire. On apprend continuellement. Ouais, il y a toujours des formations, des congrès, des Il y a trucs. toujours des nouvelles tendances, il y a Mm. toujours des nouvelles techniques et que ça change de plus en plus rapidement en fonction des trends qu'on voit sur les réseaux sociaux. Les coupes de cheveux, elles sont plus ou moins réinventées avec des noms de plus en plus loufoques. T'as un exemple Moi, je veux faire une wolf cut. Oui, un dégradé, quoi. J'adore. Oh, la wolf cat. Mais- Je veux faire une papillon cut, un butterfly cut. Je fais oui, un dégradé, quoi. Génial. Merci TikTok. Et du coup, toi, t'es là en mode, t'es là en mode, oui, mais attends, excuse-moi, je vais juste chercher un truc. Tu googles, quoi. Est-ce que t'es là en mode, Oui. mais de quoi la personne me parle? Et au final, c'est juste une coupe. Oui, je sais la faire, je la connais. Qu'on faisait il y a 15 ans. Bon, voilà, elle est revenue, Elle a mais un sous nouveau une nom. nouvelle forme, un nouveau nom. Et en fait, là, on en revient encore au prix. Mais tu vois, de former tes coiffeurs. Donc là, en l'occurrence, ma patronne m'envoie en formation. J'ai une formation quasiment tous les 3 mois où en fait, vous payez aussi ça. C'est-à-dire que c'est un gage de qualité. C'est-à-dire que oui, vous payez plus cher votre prestation. Par contre, je sais faire les derniers trucs. Ouais. Je les maîtrise surtout. C'est Ouais. pas en mode, oui, j'ai cru Je voir t'essaye. sur YouTube un tuto. Donc non, ça fait aussi partie de ça. C'est-à-dire que oui, vous payez nos formations, notre expérience, mais surtout notre savoir-faire, quoi. Et je me dis, oui, tu peux payer moins cher ailleurs, mais du coup, est-ce qu'on ressort le bonnet? C'est clair. Ou là, un petit coup de tondeuse mal placé en mode, c'est pas très droit, mais bon, c'est pas grave. Allez, ça va passer, quoi. C'est quoi la tendance 2026? Alors, la tendance 2026, donc c'est plutôt international, en sachant qu'en Ouais. Norvège, je pense qu'il va pas y avoir beaucoup de gros changements. Mais concrètement, on va être beaucoup sur des bobs assez longs, donc des carrés plutôt longs. On va avoir des franges, donc là, on revient sur les franges un peu à la Dakota Johnson. Ça fait très, très dégradé. Ah, ça revient. Ça y est, ça faisait longtemps, donc ça fait plaisir, ça revient. Ça me donne envie de faire Oh là une là. nouvelle coupe. Oh, là. punaise. Ça y est, Ouais. nouvelle année, nouvelle Ouais. coupe. Bon, par contre, va falloir choisir. Soit tu voyages, soit tu te coupes les cheveux. Je te le dis direct. Faut que ce soit clair entre nous. Faire un emprunt bancaire. Elle a dit que ça pouvait te rehausser le teint. Comme un voyage sous le soleil. Tu vois, Ah ouais, juste une coupe. c'est vrai. Oui, tu peux faire un sun kiss, comme Ouais. ils disent, un petit éclaircissement très discret, très léger. Non, mais en vrai, quand j'ai des personnes qui me disent qu'ils font des techniques de couleur, où je sais que voilà, en termes de budget, c'est serré et c'est 2 fois par an, je vais adapter. Je vais pas leur faire du blond sur les racines dès le début. Je vais vraiment... Non, tu sais quoi, on va isoler une zone où il y aura rien du tout pour que quand ça repousse justement, que ce soit encore super joli. Et du coup, j'ai fidélisé beaucoup de personnes comme ça parce que je fais comme, encore une fois, on en revient à ça, où je fais en fait un mix entre, OK, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que moi je te recommande? Et c'est ça en fait le vrai service, c'est que je vais venir en fait combiner, faire un travail d'équipe avec ma clientèle. Et est-ce que tu as des conseils pour des Français qui sont en Norvège? Est-ce qu'il y a des soins spécifiques à faire quand tu habites en Norvège et que ton cheveu n'est pas norvégien de base? Déjà, la base de la base, c'est d'avoir un shampoing vraiment adapté à son type de peau. On parle beaucoup de pH en coiffure. Où, par exemple, en hiver, on va plus avoir des problèmes de peau à cause des bonnets, la peau qui respire pas très bien, par exemple. La transpiration aussi, parce que souvent, quand on est actif avec un bonnet sur la tête, ça nous arrive de transpirer. Donc, je dirais que c'est très important déjà de faire attention au cuir chevelu, d'avoir un shampoing adapté, mais surtout en termes de froid, c'est important en fait de donner de la nutrition, de l'hydratation. On n'est pas obligé de dépenser beaucoup d'argent dans un soin capillaire qui
qui va faire des miracles. Je dirais que c'est pas ça qui va changer la donne. Pour moi, ce qui va changer la donne, c'est la régularité. Et je le dis toujours. C'est pas parce que vous mettez cher dans un produit que ça va être miraculeux. Si vous l'utilisez qu'une fois quand vous y pensez, le résultat, il est pas là. Par contre, si vous trouvez un produit, on va dire de moyenne gamme ou même premier prix, admettons, si on l'utilise de manière régulière et qu'on l'utilise bien, il n'y a pas de problème en fait. Moi, j'ai des clientes qui utilisent des shampoings de chez Rema Tussauds. Il n'y a pas de mal à ça. Hein. Si c'est ce qui correspond à leur budget, je leur dis toujours, oublie pas de faire comme ci ou comme ça. Je leur donne toujours des conseils pour apporter un plus, pour que ce soit le plus efficace possible. Mais c'est la régularité qui change la donne. Régularité. Oui. Et est-ce qu'il faut absolument, par exemple, faire des masques ? Moi, je fais juste shampoing après shampoing, par exemple. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut faire des masques ? Il faut faire des soins spécifiques Je dirais en hiver, quand il fait très froid, donc en l'occurrence, quand on descend en dessous de -15, le cheveu, c'est un peu comme la peau. On le sent sur nous, ça tire, ça va être sec. Tout à fait. En général, quand ça descend en dessous de ces températures-là, je recommande de faire une cure une fois par semaine. Et en général, donc tu te laves les cheveux et tu fais qu'une cure. Je précise parce qu'il ne faut pas faire shampoing après shampoing, cure. C'est soit tu fais shampoing après shampoing, shampoing, cure. Il ne faut pas leur donner trop parce que ils vont demander. Et le cheveu, c'est une matière incroyable qui absorbe beaucoup de choses. Mais s'ils ont déjà absorbé quelque chose, ça va faire un surplus. Et du coup, ils vont être très lourds ou plutôt gras, donc il va falloir les relaver. C'est pas l'idéal. Donc je dirais vraiment, quand il fait vraiment froid, une fois par semaine, prendre le temps de bien se laver la tête, d'éponger avec une serviette l'excédent d'eau sur les longueurs, et là on met la cure ou un soin et on le laisse poser. On l'oublie un petit peu, on fait des choses à côté et ensuite on le rince vraiment bien, quoi. Je trouve que ça, c'est important. Ok. Et en tant que professionnel, est-ce que toi, tu recommandes toujours des produits, comment on dit, industriels, ou est-ce que tu as des méthodes aussi un peu recettes de grand-mère pour nourrir le cheveu Tu dis à tes clientes, faites un bain d'huile d'olive, je sais pas. Ou est-ce que tu es plus en mode, non, il faut quand même aller vers des produits professionnels? Et là, il y a deux personnalités en moi qui se... Ah bon? Il y a la... Ça démange. En fait, j'ai travaillé de base dans des salons très classiques où on nous dit tu mets 2 produits sur la tablette, tu dois vendre. Faut vendre. Moi, j'aime pas pousser à la vente, ça me correspond pas. Je recommande quand la personne achète. En l'occurrence, avec ce que j'ai, quand je vois que ça correspond, donc quand je dis ce que j'ai, c'est les produits au salon. Si je sais que ça correspond au type de cheveux et à la routine de ma cliente, je vais conseiller ça. Ouais. Par contre, pour avoir travaillé dans un salon qui est beaucoup plus, qui était beaucoup plus respectueux de l'environnement, où on faisait que les couleurs, c'était du henné, donc c'était de la poudre de plante mélangée avec des degrés, de l'eau qui montait en plus ou moins haute température en fonction de ce qu'on voulait faire. Où là, en l'occurrence, on faisait des bains à l'argile verte, on mettait de l'huile de ricin, on mettait de lin aussi. Donc là, c'était beaucoup plus... donc je dirais que je fais un peu les deux, j'avoue. Donc c'est l'avantage de parler français et que mes collègues ne comprennent pas. Parce que du coup, quand je donne des conseils plutôt naturels... moins orientés vente. Moins économiquement. Voilà. Mais j'ai aucun mal à dire les deux. C'est-à-dire que je peux vraiment apporter un regard sur les deux aspects. Est-ce que tu as des projets spécifiques en Norvège ? Non, je ne me projette pas beaucoup. Je pars surtout après ce qui s'est passé l'année dernière. Je suis devenue très terre-à-terre. Il y a eu un temps où je rêvais peut-être d'ouvrir mon propre salon de coiffure. Mais je me rends compte de l'investissement énergétique que ça représente. Et je me dis, je ne pense pas vouloir me lancer là-dedans. Sinon, non, je prends les choses comme elles viennent déjà... Oui, régler ce litige-là et ensuite continuer mes randonnées, continuer d'explorer la Norvège, continuer d'apprendre le norvégien parce que je trouve que c'est une langue qui est tellement riche. Il y a des gens qui vont dire ils n'utilisent pas beaucoup de mots. Bon, il y en a. Et je trouve que juste prendre les choses comme elles viennent et y aller à mon rythme, je crois que c'est le plus important. Et encore une fois, je trouve que c'est aussi une des choses que la Norvège m'a appris, c'est justement essayer de ne pas avoir trop de projets pour éviter d'avoir une charge mentale, éviter de me surcharger
pour au final prendre les choses telles qu'elles sont, là, tout de suite, dans le moment. Et ça m'empêche pas de rêver. Avant l'enregistrement, on parlait que tu avais beaucoup aimé Tromsø, en Norvège et tout. Est-ce que par contre, tu te projettes plutôt à Oslo? Ou est-ce que si la vie t'amène à un autre coin de Norvège... Ouais, j'aimerais beaucoup sortir d'Oslo. Je suis venue à Oslo puisque c'est là où je suis arrivée la première fois et je me suis dit, c'est trop chouette. Voilà, ça reste la ville, il y a beaucoup d'activités culturelles. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Mais c'est vrai qu'Oslo, ça fait penser à un petit village quand même. Hein. Ouais. Tu fais vite le tour, tu rencontres souvent les mêmes personnes. Et j'avoue que moi, je suis pas très citadine de base. Hein. Moi, j'aime bien la campagne. Ouais. Et je trouve que j'ai la chance d'avoir des beaux-parents qui vivent sur une île dans le Vestfold. Et vraiment, l'ambiance de la campagne, les gens sont super sympas. Tu rencontres très peu de monde, mais quand tu les rencontres, tu papotes un petit peu comme en France. Ouais. Il y a la nature partout, tout le temps. À Oslo aussi, mais il y a toujours du monde. Donc, c'est vrai Donc ça te déplairait pas, peut-être, si un jour l'occasion se présente, la campagne, d'aller oui. découvrir la campagne norvégienne. Je me suis même vue pendant un temps déménager dans le nord de la Norvège, puisque j'ai un énorme coup de cœur pour avoir été au Lofoten, pour avoir été à Bodø, à Tromsø, à l'extérieur. Mais j'avoue que je m'étais dit, je le ferai quand j'aurai plus de travail. Et comme j'avais pas de copain à l'époque, je m'étais dit, je le ferai à ce moment-là. Bon, entre-temps, j'ai rencontré mon copain norvégien. Qui est plus du sud, de ce que je comprends. Oui, il sait pas skier, le pauvre. Non. Oui, il vient du sud. Bah, du Vestfold, c'est pas le sud-sud, mais je veux dire, ça reste. Il n'y a pas beaucoup de neige, quoi. Il y en a un petit peu, mais je veux dire, c'est pas l'activité principale. Mais j'avoue que ça lui déplairait pas. Après, il est quand même assez famille. Moi, je le suis devenue avec ma belle famille, puisque c'est ma famille norvégienne, mine de rien. On prend soin les uns des autres. On est souvent les uns avec les autres. Donc, j'avoue qu'il y a ce petit dilemme de se dire, j'aimerais bien pendant 1 année ou 2 y aller. Mais c'est dur de s'éloigner des gens qu'on aime. En tout cas, ça te ferait pas peur, la luminosité qui est dans le nord beaucoup pas du tout. moindre. Ça me gêne pas. Tu sors un peu moins, donc c'est sympa. Du coup, je peux passer plus de temps sur la gaming station. Voilà, c'est ma petite excuse pour rester à la maison. Ouais. Mais j'avoue que oui, comme tout le monde, je pense que la dépression hivernale, c'est un vrai sujet qu'il faut surtout pas sous-estimer. Ouais. Ta manière de penser, la psychologie derrière, je trouve qu'au fil des années, quand même, ça devient plus difficile. La météo, ça va et tout ça, mais quand même, après l'année passée qui a été difficile professionnellement et tout ça, cette année, je voyais qu'il y avait un peu des petits traumas qui ressortaient, quoi, tu vois, rien qu'avec le changement des nuits très présentes et tout ça. Donc, ouais. Oui, ça change ta perception de voir les choses, ça change ta manière de vivre aussi. Je trouve qu'on est carrément moins actif, alors qu'en été, il faut tout le temps sortir, faire des barbecues, il faut se baigner, il faut aller sur les îles, il faut faire de la rando, dormir en tente. Mais justement, c'est ça qui est intéressant et que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a cette intensité pendant l'été, où justement, pendant l'hiver, tu as le temps de recharger ta batterie, tu as le temps de profiter, de faire d'autres choses, de voir les gens autrement aussi. Tu les vois un peu moins, mais quand tu les vois, tu fais un petit truc super sympa. Une raclette avec les copains. J'ai envie d'une raclette, là. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que la noirceur, au bout d'un moment, oui, ça va me gêner. Ou justement, par exemple, ça m'est arrivé de rentrer en France pour aller voir ma famille. Dès qu'il y avait un rayon de lumière dehors, on me voyait, ils se disaient, mais elle est folle. Je sortais, et puis j'étais là... la lumière. Ça faisait longtemps que j'avais pas senti la chaleur sur mon visage, ce genre de truc, oui. Mais ça me gêne pas qu'il fasse sombre comme ça. Et si un jour vraiment ça me dérange, j'en parlerai avec une personne spécialisée. Et je me dis, si ça va vraiment pas, je peux toujours faire de la luminothérapie, je peux toujours... Oui, il y a quand même des petits outils pour... Il y a des petites choses pour nous aider. Des vitamines surtout. Ouais. Vitamines. Et si on veut venir te voir pour une petite coupe, où on peut te trouver ? Vous pouvez me trouver à Uranionsborg-Veien, donc c'est le nom de la rue, au salon Comité. Donc c'est entre Bogstadveien et le Palais Royal. Donc c'est très central. Avec un cadre sympa, il y a d'ailleurs le parc et tout, là, c'est ça doit être très proche du parc aussi. Oui. Ouais, trop bien. Ça me permet de faire des petites pauses déjeuner parfois, prendre mon mat paqueux et de m'asseoir dans
au parc et de profiter un peu. Ta prendre l'air. lunchbox. Trop bien. Ouais. Trop bien. Oui, ma lunchbox, ouais. Ouais. Mon Tupperware. C'est ça, c'est mon tube. C'est ça en fait, punaise. Ouais. Ouais. Je crois qu'on a couvert à peu près tous les sujets. C'était hyper enrichissant pour moi d'en apprendre plus, déjà sur la coiffure, mais en plus la coiffure en Norvège. Puis on te souhaite beaucoup de bonheur en Norvège, de succès. On espère que tout s'arrangera pour toi Merci. aussi. Ouais, je sais pas si ça va sortir avant février, mais là, février 2026, qui en tout cas au moment où on enregistre arrive, on est à fond derrière toi. Merci, c'est gentil. En vrai, c'est de l'énergie comme ça qui fait du bien. Bien sûr. Qui donne... ouais, on avance bien. Puis je me dis, ça va bien se passer. Oui. Dans Ouais. tous les cas, Ça peut pas être pire. ouais, non, puis dans tous les cas, ça va se terminer. Bien sûr, Ah oui. on veut la fin heureuse de ce litige, mais ça va se terminer. Ça, c'est une bonne chose, je pense, à Ouais. garder en vue. Ouais. Bah, merci beaucoup, Claudie. C'était super sympa d'aborder tous ces sujets, aussi bien sur l'expatriation que sur ton métier, qui au final, on pense que tout le monde le connaît, mais personne ne le connaît en même temps. Ouais, Il y a que les coiffeurs qui exactement. le connaissent bien. Ouais. Exactement, c'est ça. Et aussi bien en France et d'autant plus en Norvège. Et toute ta démarche, c'était. J'espère que ça va inspirer des gens aussi, peut-être leur faire ouvrir les yeux sur. Les Oui, réalités. certains bons côtés, mais certaines réalités aussi plus difficiles. difficultés. Voilà, c'est ça. Mhm. Ça vient toujours. Tu gagnes quelque chose, je dirais, à vivre à l'étranger, et dans notre cas en Norvège, mais tu donnes aussi via ces choix de vie, et il faut les garder à l'esprit. Merci à vous deux. beaucoup. Merci. Merci et on vous dit à très bientôt chez nous. Sous les aurores. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note et un avis sur votre application d'écoute préférée. Ou un commentaire sur YouTube. Ça nous aide énormément à faire grandir le podcast. Merci et à très vite pour le prochain épisode.